Bonjour, c'est Laurie Girard. Bienvenue à Pas sorti du bois. C'est la Minute NAC, puis aujourd'hui, je te parle de la nouvelle gamme Boost de NAC qui sera lancée très bientôt partout dans le monde. Conçu pour les efforts de haute intensité, les produits Boost vont offrir un carburant durable à haute teneur en glucides, fait d'ingrédients naturels pour une énergie maximale, puis ça, sans problème digestif. Que ce soit sur les trails, la route, la piste ou en vélo, Boost va révolutionner ta façon de performer. Tu as vu les teasers passer sur les médias sociaux de NAC? Pour être sûr de rien manquer, inscris-toi à l'infolette spéciale Boost sur le site de NAC. Puis en attendant, fais-toi plaisir sur NAC.com. Il y a des gaufres, des bars, de la poudre protéinée, des drink mix, des gels, du gear, bref, garde-toi, puis ajoute le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. La gamme NAC Boost, ça va être naturel, performant et sans compromis. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 227 de Pas sorti du bois. Là, vous vous dites, coudonc, y a-tu une thématique Laurie dans le mois de février à Pas sorti du bois? Parce que là, c'est la deuxième invitée en 2 semaines dont le prénom est Laurie. Après Laurie Pou la semaine passée, Laurie Girard, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. Allô, allô. Je vous le jure, c'est pas arrangé que le gars des vues, mais ça a donné comme ça. Puis Laurie, on en parlait avant de commencer à enregistrer, ça fait longtemps qu'on discute pour trouver un moment. Puis j'ai l'impression que cette attente-là a mené à d'autres aventures que tu as pu vivre, d'autres expériences de trail, d'autres expériences de plein air, des expériences professionnelles aussi. Fait que ça a juste bien tombé que ça prenne du temps pour qu'on finisse par le faire, cet épisode-là. Je suis très content que tu sois là, merci. Merci, moi aussi, ça me fait super plaisir, en fait, d'être là. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à jaser. Tu as un parcours de coureuse, tu as un parcours sportif, tu es aussi impliqué beaucoup dans les événements. On a pu te voir comme bénévole sur des courses, on a pu te voir comme médic. Tu as fait des aventures dans le Nord. Maintenant, tu vis temporairement dans le Nord. Tu fais des rondes dans le Nord québécois. Je sais que c'est pas relié directement au trail, mais en tout cas, moi, ça m'intéresse. Je me dis, si moi, ça m'intéresse, ça va intéresser les auditeurs, les auditrices aussi. Fait qu'on pourra jaser de tout ça. On a beaucoup à dire. As-tu 4 heures devant toi? Idéalement, j'irais me coucher là, pendant 4 heures, mais ouais, j'ai du temps, j'ai tout mon temps. Là, je peux être parquée pour la soirée, ça va. Parfait. Écoute, en plus, on a quelque chose pour boire, pour accompagner cette belle discussion-là. Qu'est-ce que tu bois de ton côté? J'ai amené une bière de chez moi, de la Baie des Chaleurs. C'est une gauze sur mer, une gauze à l'eau de mer de la microbrasserie Le Naufrageur à Carleton. J'aime ça, un produit local, pas local d'où tu es présentement, mais d'où tu viens. Fait que c'est quand même pas pire. Moi, de mon côté, je suis allé aussi dans cette thématique-là d'où je viens. C'est une Noctem de Québec. Fait que toi, t'as déjà vécu à Québec en plus. Fait qu'il y a un lien aussi là. Je suis allé avec une Crazy Cat Lager. Désolé pour l'Office québécois de la langue française, mais c'est son nom. C'est une Pilsner. Donc, Laurie, cheers. Merci d'être là. Cheers! Merci à mes amis de Noctem qui sont tous un partenaire depuis genre 2 ans du podcast. J'ai des partenaires fidèles, fait que je les remercie. Laurie, j'ai le goût qu'on commence par le commencement. On a parlé de course, on a parlé de trail. Parle-moi de tes débuts dans le sport. Ouais, moi, mes débuts dans le sport, en fait, j'ai toujours fait pas mal de sport, je pense, comme la plupart des invités probablement là, que t'as. Je faisais pas de sport compétitif, là, tu sais. J'ai tout le temps fait pas mal de sport, là, vraiment en famille. Ma mère, ma sœur, on faisait beaucoup de snow depuis que j'ai l'âge de 4 ans en ski, 10 ans en snow, puis j'ai fait pas mal d'autres sports après. Puis la course à pied, c'est arrivé, je pense que j'avais peut-être 17 ans, même 15 ans, même avant. Quand Puis même. j'ai fait ma première compétition. En fait, je faisais de la course sur route avant de commencer la trail. Par moi-même, là, une compétition, je pense que j'avais faite à l'époque, ça s'appelait la descente royale à Beauport. C'était une course, c'était un faux plat descendant de 10 kilomètres, puis je pense que j'ai fait ça en 2011, c'était ma première course. Puis c'est ça, c'était vraiment récréatif, là, tu sais, je faisais ça par moi-même, puis à un moment donné, quand je suis rentrée à l'université, je voulais faire du bénévolat dans un organisme là qui existe encore, je pense aujourd'hui. Ben oui, en fait, là, ça existe encore, mais ça a quand même changé. Mais c'était en 2013 que j'avais joint cet organisme-là, qui s'appelle Courte à réussite. Mhm. Dans le fond, la mission de cet organisme-là, c'était pour prévenir, mais en fait, contrer le décrochage scolaire. Fait que la mission, en fait, c'était
de donner le défi à des jeunes qui sont en risque de décrochage scolaire. C'est avec l'école, le Centre Louis-Joliette à Limoilou, à Québec. Donc, c'est leur donner le défi de courir le marathon des deux rives. À l'époque, ça s'appelait de même, là, le marathon de Québec, à la fin de l'année scolaire. On les entraînait. Il y avait des mentors, des entraîneurs, un bassin de coureurs autour de ces gens-là. Puis c'était chapeauté. Bon, il y avait des physios. Il y avait vraiment un gros bassin là, de gens qui étaient dédiés à la réussite un peu de ce défi-là pour les jeunes qui venaient soit de des milieux qui sont défavorisés, qui sont en situation plus précaire. Il y avait aussi des nouveaux arrivants qui en même temps de courir, de faire ces défis-là, ben, devaient apprendre le français, devaient terminer leur secondaire. C'est une école secondaire, puis une école, je pense qu'il y avait une partie aussi aux adultes. Là. OK. Donc, puis au final, ben, ce que ça leur envoyait comme message, c'est que ben, si tu arrives à courir soit un marathon, puis il y a aussi le demi-marathon, là, donc c'était pas seulement l'objectif de marathon. Là. Soit le marathon, le demi-marathon, ben, finalement, tu es capable de réussir beaucoup de choses dans ta vie, dont ton année scolaire, ton secondaire. Donc, puis tu sais, c'est ça, c'est un organisme qui véhicule vraiment des super belles valeurs, puis ça existe encore aujourd'hui. Puis tu sais, je pense même que de mémoire, ils sont partenaires aussi avec le coureur nordique, là. Il me semble que j'ai vu ça passer dernièrement. Là. Fait que c'est ça, c'est vraiment là que, dans le fond, moi, mon rôle, c'était d'être coach dans cet organisme-là. Fait que j'accompagnais les jeunes là, toutes les semaines. Puis on courait différentes courses là, avant d'arriver au marathon des deux rives à la fin de l'année. Donc, par le biais de cet organisme-là, ben, tu sais, j'ai fait plusieurs courses là, sur route à ce moment-là. Fait que c'est ça, j'ai fait plusieurs marathons avant de me rendre à la course de trail que j'ai commencé en 2000. Ben, j'en fais toujours un petit peu là, par moi-même, mais j'ai fait mes premières courses de trail en 2020-2021, je pense. OK. À ce moment-là, en fait, pendant la pandémie, puis moi, je courais toujours par moi-même, toute seule. Je connaissais pas du tout la communauté de coureurs, puis c'est ça m'allait comme ça. Puis à un moment donné, pendant la pandémie, ben tu sais, j'ai découvert les réseaux sociaux plus l'Instagram. En fait, j'avais pas d'Instagram avant ça, puis j'ai découvert plus la communauté de coureurs comme ça. Puis avec le club de course Les Gringos à Québec. Donc, c'est ça, j'ai joint ce club de course-là, puis je me suis fait des amis. J'ai vraiment en fait, je me suis mis à faire plus de courses de trail, en fait, à ce moment-là. Puis vraiment, j'ai switché, là, je faisais presque plus de courses sur route. Les Gringos, c'est un beau club, je pense, pour faire une introduction à la trail. Ben, je pense que tout club de course, c'est une belle façon de connecter avec des gens, mais j'ai reçu Olivier Barbenois, puis je connais plusieurs personnes qui ont couru à travers les années avec les Gringos, puis c'est des gens qui sont tout ce qu'il y a de beau puis de bon dans la communauté trail. C'est du monde qui sont impliqués. Tu sais, Olivier, c'est un gars qui a fait des aventures, qui a couru, qui a fait des événements, qui a été bénévole, qui a monté des projets. Tu sais, c'est vraiment le typique cas de gens en trail qu'on se dit ça, c'est un bel exemple de quelqu'un qui est impliqué multifacette. Puis je t'écoutais parler tantôt, puis j'ai l'impression que même avant que tu entres dans le trail, il y avait ce côté-là, implication multifacette. Je pratique le sport, mais je m'implique d'une façon à transmettre cette passion-là du sport, à redonner à une communauté, à la communauté. Fait que j'ai l'impression que d'entrer dans les Gringos, ça semblait être le club qui était parfait pour toi, là. Ouais, complètement. Puis tu sais, ce que j'aimais des Gringos, c'est que ben c'est pas tu sais, c'est des coureurs qui avaient un assez bon niveau, mais tu sais qui sont très laid back par rapport à ça. Puis tu sais, c'était beaucoup très. Moi, je me suis fait des amis là que j'ai encore à ce jour. Tu sais, Steven Brooks, c'est un de mes meilleurs amis que tu connais d'ailleurs. Puis Dave Clément aussi était là-dedans. Puis fait que oui, c'est vraiment un super club. Puis c'est ça, c'est des gens qui se prennent pas trop au sérieux, qui sont quand même sérieux dans leurs objectifs de course, je pense, pour la plupart, mais qui au final, tu sais, on se regroupait, on était là juste pour faire des jokes, puis tu sais, dans les trails, puis
s'amuser, là, that's it. Fait que j'ai vraiment adoré ce club-là. C'était pendant la pandémie, donc essentiellement, ce que je faisais, c'est faire du télétravail puis courir, là, tu sais. Donc, c'est ça, ça l'a vraiment... ça m'a un peu ouvert les portes sur le monde de la communauté de trail. Puis c'est ça, j'ai vraiment aimé là, un petit peu ce qui se véhicule dans le monde de la trail. Là, tu sais, la communauté, c'est des gens qui sont super oui impliqués, puis aussi qui tu sais, il y a pas trop de jugement les uns envers les autres. Tu sais, quand t'es dans le trail, tu vis un peu la même chose en même temps que tout le monde, donc on est un petit peu dans le même bateau tout le monde, donc on vit la même souffrance entre guillemets et les mêmes petits moments de bonheur aussi, là. Fait que J'ai l'impression qu'on vit des choses, peu importe le niveau. Puis je sais pas si c'est vrai pour d'autres sports, puis je veux pas comparer parce que le sport que je connais c'est le trail, mais j'ai l'impression que tu parles, t'as fini dernier sur une course, puis le dernier va parler avec le premier, puis ils vont avoir vécu des choses similaires. Du moins sur quand on tombe dans de la distance un petit peu plus longue, puis là je parle pas de 160, mais dès que t'es quelques heures sur un parcours, tu vis des hauts et des bas, tu vis des moments de grande joie, des moments de grande souffrance. Puis c'est vrai que tu ailles à 4,30 du kilo dans une montée ou à 12 minutes du kilo dans une montée. Puis je pense que c'est ce qui fait que la communauté demeure tissée serrée. C'est ce qui fait aussi que les événements continuent d'accueillir des gens de tous les niveaux. Puis même sur les plus grandes courses internationales, t'en as 10, 12, 50 en avant qui partent vite, mais le reste du monde part tout le monde ensemble, puis il y a encore ça de très fort, puis je pense qu'on a un sport qui se prête bien à garder ce côté-là d'unité entre le premier puis le dernier, puis il y a plein d'événements qui célèbrent autant le dernier que le premier, puis c'est des valeurs très très fortes qui, quand on est depuis longtemps dans ce sport-là, peut-être que, pas qu'on oublie, mais on est dans, on se tient juste avec du monde comme nous. Puis j'utilise souvent une expression que je t'ai volée parce que c'est toi la première que j'ai entendu parler des moldus. Peut-être que tu l'avais pris à quelqu'un d'autre. À la base, c'est J.K. Rowling d'Harry Potter, on s'entend. Mais c'était la première que j'ai entendu parler des gens qui font pas de trail comme des moldus. Puis c'est pas péjoratif, c'est juste que quand entre trailers, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se vivent qui s'expliquent plus difficilement aux moldus. oui, complètement. Puis je tiens à te donner le copyright devant tout le monde ici, devant le micro, parce que c'est un terme que j'ai dit plusieurs fois, puis je t'ai carrément volé ça. Ouais, puis en fait, c'est ça, je veux juste préciser, ça se veut pas hautain ou non, c'est ça. Non. C'est pas pour dire que les gens les trailers sont meilleurs que les autres, mais pas du tout, c'est vraiment juste pas, parce que quand on est en fait, quand on rentre un peu dans cet univers-là du trail qui est un peu, un peu niché, là, c'est ça, tu deviens un peu, tu t'habites la trail, là, carrément, là, fait qu'on dirait que ça guide un peu ça devient un mode de vie, tu sais. Puis moi, je l'ai vécu, ça, je le vis un peu moins maintenant parce que j'ai pris un pas de recul par rapport à ça. Mais oui, quand t'es dedans, quand tu le découvres, c'est comme si tu tombais un peu dans la marmite, puis tu sais, t'en manges, t'en veux, puis c'est pas juste la course qui crée ça ou la course de trail dans montagne, c'est vraiment un ensemble de facteurs qui entourent la trail. Tu sais, t'as la communauté, oui, les grands espaces, le fait de parcourir de voir autant de paysages sur une plus courte période que si tu fais de la randonnée pédestre, par exemple. Il y a tous les bénéfices sur ton corps. Tu te sens plus fort, plus capable au niveau du volume d'entraînement, de tout ce que tu peux faire en fait avec ton corps. Puis ouais, c'est ça, c'est comme cet ensemble de facteurs-là là, qui fait que tu deviens un peu un moldu, là. Mais l'aspect de nature, en fait, est fort. Je pense qu'on pratique notre sport pour la plupart quand on réussit à s'entraîner dans l'environnement pour lequel on se prépare pour une course, peu importe. La nature a des bienfaits qui sont fous, puis tu sais, c'est scientifiquement prouvé l'impact de la nature. Puis c'est sûr qu'aller faire un 30 minutes de course dans le trafic, dans l'asphalte, dans des traverses piétons, puis aller faire un 30 minutes de course en forêt, seul ou avec des amis, ça a un impact complètement différent sur l'esprit, le corps, sur tout, parce que t'es dans la nature, c'est calme, c'est silencieux. Moi, je dis souvent que tous les sens s'éveillent, puis c'est pas voulu, c'est pas créé, tu dis « Ok, là, je suis en train, il faut que je fasse plus attention », c'est juste que t'es dans le plein silence, il n'y a pas de bruit ambiant,
Donc, le petit craquement, tu sais, on a tous entendu l'histoire pas l'histoire, mais on a tous vécu le moment où il y a un écureuil qui brasse des feuilles à l'automne, puis tu te tournes parce que t'as l'impression que ça doit être un chevreuil qui va sortir de là parce que le bruit est super fort. Finalement, c'est une affaire de 30 centimètres de long qui brasse des feuilles, mais tout s'éveille, puis tu remarques plus les choses, puis c'est apaisant, ça, puis c'est sûr que ça a un impact positif sur la tête, sur le corps, sur tout, puis ça crée cette espèce de dépendance-là, ce sport-là, puis ce désir d'en faire plus, puis d'en faire plus longtemps, là. Mhm. Ouais, 100%. Puis c'est un petit peu tu sais, je le vis moi dans mon quotidien là en ayant déménagé là en Gaspésie. Ben tu sais les moments où je retourne en ville, ben c'est vraiment plus pour voir mes amis, pour voir ma famille puis mes proches. Mais vivre en ville, tu sais, je me sens pas nécessairement bien quand je suis en ville, là, tu sais. C'est ça. Habituellement, quand je retourne chez moi en Gaspésie ou que je m'en vais dans une autre région, ben, tu sais, je me sens mieux. Je sens que, tu sais, c'est ça. Je me sens plus chez moi qu'en ville, mettons, où je me sens rapidement agressée par tous les stimuli ambiants. Ouais. Est-ce qu'il y a le côté nature, il y a le côté grands espaces. Est-ce que le côté où, justement, pour te rendre d'un point A à un point B, t'as pas justement 14 lumières à traverser, puis d'autres voitures à... Tu sais, je veux dire, on est en hyper-vigilance dès qu'on sort de notre porte, puis jusqu'à temps qu'on rentre dans notre porte chez nous, on est en hyper-vigilance tout le temps, on est surstimulé dans des environnements plus urbains. Toi, qu'est-ce qui fait que, justement, tu te sens aussi bien quand tu arrives dans des endroits où la vie est peut-être un peu moins remplie de bruit ambiant et remplie de distractions? Il y a plusieurs choses. Ben, c'est sûr, la proximité de la nature. En même temps, on pourrait dire ça aussi de Québec. Là, tu sais, c'est pas si loin d'aller ben, monter une montagne. Tu sais, tu fais juste sortir un petit peu de la ville. Puis, tu sais, il y a quand même ce privilège-là à Québec là, d'être quand même relativement proche de la nature. Mais ben, c'est que quand je vais dans la nature, chez moi, il y a personne. Tu sais, si, mettons, je me souviens quand j'étais à Québec, j'allais, par exemple, monter le relais ou, tu sais, parce que ma mère habite au lac Beauport, donc quand je vais à Québec, je suis souvent au lac Beauport, ben, tu sais, je vais monter le relais ou je vais monter le Mont Wright, je pense. Ouais, le Mont Ouais. Wright puis Stoneham, ben, tu sais, c'est ça, c'est rendu, tu sais, ben, la boucle de la station à Stoneham, tu sais, c'est rendu un peu une autoroute, tout ce que, tu Ouais. sais, c'est ça, c'est plus vraiment le caractère nature sauvage est plus vraiment là, c'est ça, c'est plus difficile de préserver ce caractère-là à cause de la masse de personnes Mm. qui fréquentent ces lieux-là, mais en même temps, ben il y a quand même quelque chose de c'est ça, c'est ben, le fait de constater qu'il y a des gens finalement qui, tu sais, qui sortent de plus en plus dehors, qui sortent en montagne, puis bon, qui prennent soin de leur santé, tu sais, bon, fait que ça permet de voir ça, mais en même temps, c'est ça. C'est Quand comme à deux tranchants. T'es content qu'il y ait plus de monde qui fasse du sport. La pandémie a eu cet effet-là. En tout cas, on l'a vu sur tous les sentiers dont tu viens de parler. Pré-pandémie, post-pandémie, c'est des changements assez nets sur la quantité de monde. Donc, c'est le fun. Mais en même temps, il y a peut-être un petit côté nature calme qui se perd. Mais en même temps, ça te permet de découvrir d'autres places. Puis, demandez-vous pas pourquoi je suis pas sur Strava. C'est parce que je cours à des places privées que je me fais pas déranger. Mais je comprends tout à fait ce que tu ouais, veux dire. c'est ça. C'est une drôle c'est une drôle de dualité, en fait. Ouais, puis tu sais, ben, c'est ça. Quand que je retourne chez moi, ben, ce que j'aime, c'est aussi, ben, c'est ça, la communauté. Tu sais, euh, oui, tout le monde se connaît. Il y a quelque chose d'un peu pervers là-dedans, dans le sens que tu sais, tu vas à l'épicerie, puis c'est rare que tu croises pas quelqu'un que tu connais. Puis ben, moi, c'est un peu un running gag avec les gens qui me connaissent. J'ai un peu de misère avec le small talk à l'épicerie. Je suis un peu, je vais éviter d'avoir à croiser la personne parce que je sais pas quoi dire, puis je suis un peu mal à l'aise. Puis bon, mais mais c'est ça, ça fait que tu sais aussi, ben quand quand tu veux faire quelque chose le soir, tu veux sortir, ben tout le monde se retrouve, par exemple, le jeudi soir au naufrageur, puis c'est le fun parce que t'as pas besoin de parler à personne, t'as pas besoin d'appeler personne, puis tout le monde va être là, puis c'est Ouais. un peu du social de village, on va dire, puis c'est agréable parce que les gens sont vraiment intéressés les uns aux autres, ils vont poser des questions, mais c'est pas par
curiosité malsaine, c'est vraiment parce qu'ils s'intéressent réellement, tu sais, aux gens. Puis j'aime aussi le type de discussion qu'on va avoir. Ça va être souvent tout tourne autour de ben soit du vent, de la neige, parce que à Carleton, bon, on fait de la voile, donc le vent pour la voile, la neige pour le ski. Euh, la météo va beaucoup guider ce qu'on va faire comme plein air, comme sport. Puis c'est ça, c'est des discussions que j'aime avoir qui sont c'est ça, que je trouve super intéressantes parce que justement on vit un peu tout dans ce genre de milieu-là qui fait partie, que la nature fait partie un peu de notre mode de vie, là, tu sais. T'es connecté avec la nature, puis ce qui se passe en fin de semaine, c'est dicté par la température. Puis selon Ouais, ce qui se passe, selon ce qui tombe, selon ce qui vente, ben ça oriente ce que tu vas faire comme sport. Puis il oui, y a de quoi de le complètement. fun là-dedans, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, si bon, dépendamment, bon, comme là, en fin de semaine, tu sais, il y a eu une avalanche aujourd'hui là au Mont-Saint-Pierre. Puis tu sais, les conditions étaient au niveau des avalanches, le risque était assez élevé en fin de semaine pour le ski. Donc c'est sûr que tu sais, les gens, bon, la plupart des gens iront pas là. Tu sais, on choisira pas d'aller dans le parc de la Gaspésie pour aller skier. Ben on va skier plus proche, tu sais, ou on va faire de la station. Ou, tu sais, ça reste que, tu sais, c'est ça. C'est toujours des paramètres comme ça qui vont déterminer, selon la météo, on va regarder les radars, puis on va choisir qu'est-ce qu'on fait selon la météo. Une petite part d'inconnu qui est quand même le fun. De se dire, laissons Miss Météo choisir pour nous. Ouais, ou tu sais, c'est ça, ça va déterminer les choix qu'on peut faire ou qu'on peut pas faire. S'il y a pas de vent, ben, tu sais, on peut pas aller faire de la voile, mais on peut faire du kayak, on peut, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Ouais. J'aimerais ça revenir sur les années Gringo, les années où tu as découvert le trail. Tu as participé à des événements à cette époque-là. Tu vivais à Québec à cette époque-là? Oui, jusqu'en 2021, j'ai déménagé en 2021. OK. Qu'est-ce qui a motivé ce déménagement-là? C'était carrément ça, en fait, de vivre, de me rapprocher de la montagne puis de la mer. À l'époque, en fait, en 2020, j'avais fait des démarches pour déménager à Vancouver. OK. Puis c'était pendant la pandémie. Donc j'avais appliqué en fait à ce moment-là. J'avais un copain là, qui déménageait à Vancouver, puis je devais le rejoindre. Puis bon, fait que j'avais fait des démarches avec mon nom professionnel là-bas pour faire partie de l'ordre en Colombie-Britannique, voyons. Puis avec la pandémie, il y a eu vraiment des délais, puis l'ordre émettait pas de permis. Donc là, j'étais en attente pendant toute l'automne 2020 pour déménager. Puis entre-temps, moi, j'avais fait des démarches. Là, j'étais vraiment prête à déménager. Donc, j'avais vendu tous mes meubles. J'avais un appartement à ce moment-là. Je l'avais sous-loué. Puis bon, fait que j'étais vraiment prête à partir, mais il manquait juste l'emploi. Puis je voulais pas partir avant d'avoir la confirmation là, que j'allais avoir un emploi dans mon domaine. C'est ça. Fait que j'ai attendu toute l'automne, rendu en fin décembre, janvier, j'avais toujours pas de nouvelles, puis j'avais pas non plus de date là où l'ordre allait commencer à émettre des permis. Puis moi, ben c'est ça, je voulais travailler dans mon domaine, fait que j'étais un peu à la croisée des chemins, puis la relation aussi s'est terminée à ce moment-là, donc je m'étais dit bon, qu'est-ce que je vais chercher en allant travailler dans l'Ouest. Ben je voulais me rapprocher des montagnes parce qu'à ce moment-là, la course de trail c'était vraiment un mode de vie là pour moi, fait que puis tu sais aussi dans mon domaine. J'ai vraiment besoin de décrocher là, quand je termine le travail. Tu sais, j'étais une jeune travailleuse sociale là, à ce moment-là. Fait que je savais que tu sais, j'avais tendance à m'investir beaucoup là, dans mon travail. Fait que je me disais, ben, il faut vraiment que je trouve un moyen de décrocher. Puis ce qui me permettait le plus de le faire, c'était vraiment de partir en montagne, de faire du sport. Puis voilà. Puis c'est ça, je voulais travailler en anglais à Vancouver. Et c'est ça, me rapprocher des montagnes, j'aimais aussi la mer. Donc, j'ai fait des recherches. Je me dis où je peux retrouver ça. Ben, la Gaspésie, la baie des Chaleurs, il y a des communautés anglophones. Fait que j'avais un contact là-bas dans mon domaine, puis ça a été super rapide là. J'ai trouvé un emploi, une place pour m'héberger, puis
voilà, je suis partie. C'est très cool. C'est le baie des Chaleurs qui a remplacé l'Ouest canadien. Ouais. On n'imagine pas qu'un peut être interchangeable avec l'autre, mais finalement, tu as retrouvé exactement ce que tu recherchais à ce moment-là. On l'avait pas dit. Parle-nous de ton métier, puis justement de ce qui fait que tu as besoin de ce décrochage-là, puis de t'évader en montagne, d'aller jouer dans le bois. Ben oui, moi je suis travailleuse sociale, donc ben c'est ça. En fait, je travaille avec l'humain dans c'est ça, avec des gens qui ont différentes problématiques, des communautés aussi. Donc, ça me demande beaucoup d'investissement de moi-même. Je travaille avec ma personnalité, donc c'est important de pouvoir justement faire un vide après ça ou tu Ah sais ouais. avec l'expérience j'ai moins ce besoin-là, là, ça se fait plus automatiquement, là, tu sais, en finissant le travail, j'ai pas ça qui me reste en tête, là. Mais à l'époque, c'était vraiment ma crainte parce que je voyais, tu sais, j'ai tendance à m'investir dans ce que je fais. Donc, en prévention de ça, je m'étais dit, OK, il faut vraiment que je trouve un moyen parce que j'avais peur, là, de trop, tu sais, de trop ramener du travail ou Ouais. d'être un peu overwhelmed de ça. Mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. Avant même de le vivre, tu avais déjà prévu les choses. C'est ça. Je t'ai pas attendu que de le vivre puis de te dire, OK, là, il y a une problématique, je ramène trop de travail, puis je suis pas capable de décrocher. En partant, tu t'es dit, bon, je vais aller près des montagnes, fait que comme ça, je vais être certain que si j'en ai besoin, ben, c'est à côté. Ouais, je prévois les conditions favorables pour, pour ça. C'est un peu ça, ouais. C'est des années où ça s'est bien passé pour toi en trail aussi. J'ai l'impression que tu as eu des belles performances, notamment en Gaspésie. On t'a vu au Gaspésien, on t'a vu à l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Une deuxième place sur l'Ultra Trail Arikana 80. J'ai l'impression, je me rappelle à l'époque, on faisait l'UTHC TV. Puis à ce moment-là, tu n'étais pas sur les radars des experts du trail qui prédisaient ces courses-là. Moi, je te connaissais, puis je me rappelle que dans les listes, on se disait, OK, il pourrait se passer quelque chose sur cette course-là. J'ai pas envie qu'on plonge dans chacune de tes courses que tu as faites parce qu'il y a plein de choses qu'on veut jaser, mais j'ai le goût qu'on revienne sur cette UTHC 80-là qui a été un peu une consécration, j'ai l'impression, pour toi, parce que ça faisait un petit bout que tu faisais du trail, tu avais fait des belles performances, mais Arikana, c'est Arikana, puis c'était ton premier 80, si je me trompe pas. Oui, tout à fait, ouais. Plus longue distance à vie, c'est quand même du très long rendu là. Une affaire qui se passe en quasiment 10 heures dans le sentier, faut s'y préparer. Quand tu as commencé cette course-là, que tu étais sur la ligne de départ, est-ce que tu te sentais prête? C'était déjà une journée que tu sentais spéciale? J'essaie de me remettre dans le mindset que j'avais. Pas spécialement, il me semble. C'était pas, non, non, je me sentais en forme. Je pourrais pas dire la même chose là, de l'UTHC. C'était vraiment des conditions ultra pas favorables. Mais oui, l'UTCC, je veux dire, Ouais. mais l'UTHC, non, c'était une belle journée. Ça s'est super bien passé. Je me souviens que j'ai pas mangé autre chose que des oranges à ce moment, ou peut-être genre une barnaque, mais ouais, j'avais vraiment le goût de juste de manger des oranges dans les ravitaux, puis ça a passé bien comme ça dans le 80, mais c'est pas des conseils que je donnerais aux gens là. C'était une année qui était quand même De pas se leurrer. chaude. Je me rappelle ce samedi-là du 80, moi j'avais fait le 42, il me semble, mais j'ai souvenir qu'il faisait très chaud pour Arikana. Puis on se dit ça depuis plusieurs années, là. Peut-être qu'il y a une petite part de réchauffement climatique qui se rend jusqu'à Charlevoix parce que il y a des années où il y a des grêlés à l'arrivée d'Arikana, mais dans les dernières années, puis particulièrement 2021-2022, il faisait très très chaud. Fait que j'avoue que des oranges, ça fait du bien dans ce temps-là. Ouais, je me souviens que j'avais manqué d'eau sur une portion du parcours, mais non, ça s'était super bien passé. J'avais suivi. En fait, je pense que je suis pas arrivée deuxième, je suis arrivée troisième. C'est Il vrai? me semble. Ouais, parce que la deuxième, c'était Marie-Maude. C'est vrai? Bon, peut-être. Il me Mes semble. sources ne sont pas parfaites, mais je suis certain que j'ai vu deuxième. Attends, on va aller voir. Tu me fais douter, j'ai fait ça aujourd'hui, mais je sais pas, c'est toi qui Arrivée l'as. deuxième au Gaspésia, mais en 2020. Je suis peut-être bien mêlé, hein, j'ai fait ça Mais aujourd'hui.
Mais c'est ça, dans le fond, moi puis Marie-Maude, on s'est suivi sur, de mémoire, une bonne quinzaine de kilomètres où on s'échangeait la deuxième, troisième place, comme ça, même une vingtaine de kilomètres, je dirais. Puis même, je me souviens, à un moment donné, Marie-Maude voulait abandonner, puis ou tu sais, je pense qu'elle avait des problèmes de digestion, puis on a fait la course ensemble, puis tu sais, ça a été vraiment, moi aussi là, tu sais, j'avais trouvé ça difficile dans cette portion-là, puis finalement, tu sais, elle était partie là, puis ça a été super bien jusqu'à la fin, puis tu sais, mais c'est là que j'ai connu Marie-Maude, puis on a jasé, puis c'est ça en fait la trail là, tu sais, si tu prends des gens à un moment, t'arrives dans le sentier, tu peux être tu peux être seul sur une super longue période, puis après ça, t'arrives, tu rencontres quelqu'un, puis vous faites un bout ensemble, puis ça fait passer un peu plus vite aussi, puis ça permet aussi de un peu oublier les petits bobos qu'on a, puis fait quoi, je me souviens que ça avait été une belle rencontre. Ouais. Je veux pas te contredire, mais tu as terminé deuxième à l'UTHC 80. Derrière une coureuse allemande, Svenja Espenhan. Ouais, OK. Wow, OK. Mais Marie-Maude, je pense, ça se peut-tu que c'était à l'UTCC? Sur les Chic-Chocs? C'est possible, c'est possible. Il me semble que c'était là aussi, ouais. Attends, je vais aller voir parce que j'ai un souvenir aussi que... Hey, on va couper ça au montage, pas grave, mais... Ouais, parce que là, il y a un peu de Attends. Mais ça se peut-tu... On va être coupé au montage. Ça se peut-tu que Marie-Maude a été disqualifiée ou elle a abandonné parce qu'elle n'est pas sur le 80? Écoute, parce que check, mettons, là, puis là, coupe ça au montage, mais c'est Oui. sur le podium, là, quand je vais sur Instagram, maintenant j'ai le podium, Marie-Maude est là, elle est deuxième, ouais. je suis troisième Arikana. Mais c'est drôle, mettons, sur les résultats, l'Ultra Trail Arikana 80 2021, elle n'est pas là. Puis je vais voir sur son profil, puis elle n'a pas participé à la course, fait que ça veut dire que... Ouh, parce que sur la photo de podium... je pense qu'on va le laisser parce que là, oui. Il y a une problématique. On savait pas que c'était de l'enquête qu'on faisait aujourd'hui. Hein. On pensait que c'était une belle discussion qu'on allait jaser de plein air, mais finalement, c'est une discussion d'enquête qu'on lance. Donc, sur le podium, tu as terminé troisième, derrière Marie-Maude, côté rouleau pour ne pas la nommer. Mais dans les résultats officiels qui existent sur Internet, elle n'est pas là. Fait que j'ai goût qu'on lance ça dans l'univers. Si quelqu'un en sait là-dessus, faites-nous signe. Au final, on s'en fout. On est là pour jaser de trail et de ton expérience sur ce 80-là. Mais, écoute, on sait pas. Mystère. Écrivez-nous. Si vous avez des informations, c'est quoi? C'est Claude Poirier qui faisait ses émissions, puis quand il faisait de l'enquête, il disait là, si vous avez des informations privilégiées, appelez-moi sur ma boîte vocale. Appelez-nous sur la boîte vocale pour élucider ce mystère-là. Mm-hmm. Dans tous les cas, ça s'est bien passé pour cette course-là. Oui, ça s'est bien passé. Puis, peut-être encore mieux que prévu, là, si je suis arrivée deuxième. Mais là, non, ça s'est bien passé. Puis j'ai adoré cette course-là, vraiment. Ouais, j'ai eu du plaisir. Puis, ouais, je me souviens un petit peu avant la fin, j'avais un petit peu lâché. Puis il y avait mon pacer c'était qui à l'époque? C'était Barthélemy. Bart là, qu'on appelait. Mais bref, c'était mon pacer, puis une chance qu'il avait été là parce que il y avait celle qui était derrière moi, puis elle m'avait rattrapé, puis bon, finalement, tu sais, j'avais ouvert la machine, puis bon, ça s'est bien passé, mais c'est ça, c'était une belle course. Ouais. Écoute, j'ai déjà des informations privilégiées qui sont entrées sur le site de l'UTMB qui répertorie tous les résultats. Tu es deuxième, puis Marie-Maude est pas là, mais sur le site de l'ITRA, qui est exactement les mêmes données que l'UTMB, là, c'est la même gang. Mm-hmm. Elle est deuxième, un petit peu quelques minutes devant toi. Donc, il y a un mystère qui s'installe sur les résultats sur le site de l'UTMB World Series. Fait que, morale de cette histoire, checker deux sources. Dans tous les cas, regarde, on n'a même pas eu besoin de la boîte vocale, les gens n'ont pas eu besoin de nous écrire. On a élucidé le mystère. Est-ce que tu avais un côté compétitif quand vient le temps de faire une course comme ça, puis de par tes performances sportives, ça te permettait de fighter pour des positions, pour des podiums, peu importe. Est-ce que tu es de nature compétitive, puis dans la course, il y a quelque chose qui se passait, qui s'allumait au moment qu'on a un dossard puis qu'on court vers une ligne d'arrivée?
Je sais pas, je sais pas trop comment répondre à cette question-là parce que je pense pas que j'ai un côté compétitif. J'ai pas le couteau dans les dents. J'ai pas, je suis pas, c'est ça. J'ai pas cette, non, j'ai pas ça en moi là. Tu sais, je veux pas me battre pour une position. Ce qui se passe, je pense, c'est juste que tu sais, au même titre que si je m'implique, si je suis vraiment passionnée par ce que je fais, comme j'ai été passionnée par la trail, ben je vais le faire à fond. Puis ça fait en sorte que tu sais mes performances vont peut-être suivre. Tu sais, fait que c'est plus ça qui entrait en ligne de compte que je vais être disciplinée, je vais faire mon entraînement, puis je vise le podium ou quoi que ce soit. C'est sûr que quand je prends le départ d'une course, ben je le sais c'est quoi mes capacités, je sais dans quel état j'aime prendre le départ d'une course, c'est j'aime ça quand je suis entraînée, quand je suis prête. Mhm. Si je me sens pas prête, ben je vais pas avoir de fun. Je sais, tu Ouais. sais, je vais avoir mal aux jambes, je vais être parce qu'on dirait que je suis habituée de courir à un certain pas un certain pace là en montagne, mais tu sais une certaine vitesse ou tu sais je sais c'est comme si mon corps enregistrait un peu la vitesse à laquelle il est habitué d'aller. Donc si je suis sous-entraînée pour ça, ben tu sais je vais juste avoir mal, je vais pas avoir de fun. Puis tu sais la raison pourquoi je fais ça, c'est parce que j'ai du fun à le faire, tu sais. Ouais. Oui, j'aime m'entraîner pour cette raison-là parce que j'aime les sensations que j'ai dans mon corps quand que je performe, entre guillemets, tu sais. Ouais. Mais c'est jamais dans le but de performer que je vais m'entraîner puis faire participer à une course, là, tu sais. Fait que c'est comme un peu le processus inverse, là, on pourrait Ouais. dire. Mais à l'inverse, c'est sûr que, tu sais, c'est ça. Si je suis pas entraînée, ben, je vais juste, je vais pas vouloir prendre le départ d'une course. Je vais pas me dire, tu sais, sur le départ d'une course, je vais pas me dire, ben, euh, je vais y aller advienne que pourra, alors que Ouais. je suis entraînée, que tu sais, je serais pas entraînée. Si je suis entraînée pour ça, puis que bon, pour X raisons, je me sens pas au top de ma forme cette journée-là, oui, je vais le faire quand même parce que je sais que je suis entraînée pour ça, tu sais. Ouais. Tu donnes le Mais meilleur de toi-même, puis si le meilleur de toi-même te donne une troisième place ou une 33e place, ça peut ou pas d'importance de ce que je comprends. complètement, c'est ça, ouais. Tu sais, moi, c'est ben, si je me sens prête, je me sens en forme, ben, je vais prendre le départ, puis je vais avoir du plaisir, puis peut-être que j'en aurai pas, mais au moins je vais penser que je vais en avoir avant de partir. Fait que cette journée-là, à Arikana, t'as donné le meilleur de toi-même, puis ça a bien été, t'étais satisfaite de la performance versus l'entraînement que tu y avais mis, les efforts que tu y avais mis pour te construire jusque-là. Oui, oui, 100%. Puis tu sais, je dis pas non plus que j'ai pas eu, tu sais, tu sais, j'avais des plans d'entraînement là, à une certaine période, tu sais, j'ai suivi des plans d'entraînement, mais c'est ça, c'est pas la formule gagnante pour moi. Mhm. J'ai pas la discipline pour suivre ça à la lettre, puis j'ai pas envie de le faire non plus là. Tu sais, je suis pas une personne qui va faire quelque chose parce qu'il faut que je le fasse. Ouais. Tu sais, je vais le faire parce que j'ai envie de le faire, parce que je décide de le faire, puis euh, si j'ai pas envie, je le ferai pas. Je veux pas pourquoi. C'est ça. Mais je pense que c'est la meilleure manière de s'entraîner quand même, parce qu'au final, c'est un sport, je l'ai répété souvent sur des épisodes, c'est un sport où tu peux pas juste pratiquer ce sport-là pour les journées de course. Dans le sens où il y en a peut-être qui le font, puis je sais pas, mais j'ai de la misère à m'imaginer sortir 4, 5, 6, 7 fois dans une semaine pour courir parce que j'ai un dossard dans 6 mois. Pour moi, c'est pas suffisant. Ça peut être un objectif qui est loin, Mhm, puis tu te dis, le travail que je fais maintenant va me servir dans 6 mois, mais tu peux mhm, pas ne pas aimer le processus, mais te mhm. dire, hey, regarde, je vais faire 150 jours d'entraînement, mais j'aurai pas de fun pendant 150 jours, mais au moins quand je vais avoir un dossard, je vais être content. Tu peux pas pratiquer ce sport-là. Il y a peut-être d'autres sports où c'est possible. Des sports d'équipe où tu as un entraînement semaine pour 2 matchs par semaine. C'est différent, mais le trail, je pense qu'il faut que la passion soit forte pour le Ben processus. ouais. Puis le processus, c'est peut-être juste d'aller jouer dans le bois, puis de s'amuser, puis de pas avoir une structure qui est imposée, puis plus y aller au feeling. Là. Ben oui, puis tu sais, ben c'est parce que dans le fond, c'est une motivation. Si ta motivation, c'est le dossard, tu sais, ou tu sais, ben ça peut pas tenir longtemps parce que ben c'est une motivation qui est extrinsèque. Fait que, tu sais, faut que ça ben, pas nécessairement il faut que ça vienne de l'intérieur, mais c'est pas nécessairement ça, mais plus que, ben, si, pour que ça tienne plus longtemps, pour que ça devienne plus intégré dans un mode de vie où, tu sais, ben, que ça tienne pour plus qu'un dossard, ben, faut qu'il y ait
des raisons un peu plus sous-jacentes, mais après, ben, tu sais, c'est correct aussi que ce soit un objectif d'un dossard, puis Ouais. on passe à autre chose, tu sais, c'est pas tout le monde c'est pas tous les coureurs qui aspirent à faire un mode de vie de ça, puis c'est vraiment super correct. En fait, c'est très sain aussi, là, je Ouais. pense. Mais je pense que quand quelqu'un se prépare puis a une ambition de se professionnaliser ou de performer, le dossard est central dans la préparation puis dans le quotidien pour se rendre jusque-là. Ouais. Mais la grande majorité des gens, comme toi puis moi, puis la majorité du monde qui écoute, c'est une cerise sur le Sunday, dans le sens où si tu as eu du fun tout l'été à te préparer pour un défi, à aller faire des Mont-Saint-Anne up and down avec les amis parce que tu as une course avec beaucoup de dénivelé, ben après ça, le jour de la course, ça se passe pas comme tu veux, ça n'enlève rien à tout le processus qui a été le fun. Tu peux pas, tu sais, c'est un sport qui a tellement de facteurs en jeu que tu peux pas tout miser sur le jour de la course puis te dire, ben si j'ai été bien préparé, c'est sûr à 100% que ça va bien aller. C'est pas un sport qui se passe comme ça. Tu peux te virer à cheville au troisième pas sur une racine puis c'est fini. Tu peux avoir un estomac qui, pour une raison obscure, décide qu'il n'est pas collaboratif aujourd'hui. Fait que tu peux pas attendre le dossard puis que tu mets toutes ces œufs dans ce panier-là. Il faut avoir du fun dans le processus. Puis on dit ça, mais on se convainc entre nous puis on est tous des convaincus. Puis je suis sûr que les gens qui écoutent, c'est pareil aussi. Mais je trouve ça intéressant l'approche de la course puis que tu as tenté de te structurer ou de suivre un programme puis que tu t'es vite rendu compte que dans le fond, c'est pas ça qui marchait pour toi, là. Ben non, puis tu sais, moi, j'avais des courses de prévues dans les années, comme si ça faisait 50 ans, là, mais en 2023, 2020, non, 2022, 2023, puis que j'ai pas pu faire pour des raisons de santé. Puis, tu sais, ces 2 années-là, ben, tu sais, dans les dernières années, ça fait longtemps que j'ai mis un dossard, là, tu sais, fait que mon rapport à la course a changé dans ces années-là. Puis aussi, je me suis beaucoup questionnée par rapport à ça. Tu sais, c'est quoi mon rapport avec la course à pied? Pourquoi je fais ça? Puis, fait que c'est ça, ma vision de la course a changé depuis ce temps-là. J'en fais moins, mais j'en fais vraiment par pur plaisir. Puis c'est beaucoup plus équilibré qu'avant, tu sais, parce que ben je fais beaucoup d'autres sports, donc à un moment donné, c'est une question de choix, puis avec le temps que j'ai, tu sais, puis on dispose tous du même nombre, du même temps, mais tu sais, après, ben, moi, j'ai fait le choix de pas consacrer 80% de mon temps libre à la course de trail comme je faisais avant, parce qu'il y a d'autres sports qui me procurent autant de plaisir, sinon plus, tu sais. Puis, est-ce que c'est ces soucis de santé-là qui t'ont empêché de prendre des départs, qui ont amené ces réflexions-là de se dire, est-ce que je veux, comme tu dis, tout dédier pour la course ou est-ce que je veux essayer d'autres affaires puis que la course fasse partie de mon coffre à outils puis que je chasse tout petit là une fois de temps en temps? Oui, ben c'est ça, dans le fond, en 2023. En fait, en 2022, c'était la COVID. J'avais été, je devais faire le 110 km du QMT. C'est ça, j'avais la veille de la course, voyons, j'avais eu un test positif à COVID, fait que j'ai pas pu prendre le départ. Puis ça m'avait vraiment affecté parce que ben c'est ça. En fait, j'avais été invitée là à faire le 110 km. Puis là ben tu sais, fait que je m'étais beaucoup entraînée pour ça. Puis parce que justement c'était important pour moi. Puis là ben après ça, moi, au printemps 2023, j'ai fait un épuisement professionnel. Donc, mais tu sais, ça s'est installé tranquillement à partir de, mettons, je dirais la fin de l'été, là, tu sais, ou ben l'été 2022. Fait que, tu sais, après la COVID, ça m'a pris du temps à récupérer pour reprendre les entraînements, reprendre la course. Puis, je commençais à être épuisée, donc, tu sais, je prenais beaucoup de mon temps personnel pour faire beaucoup de mon temps professionnel, de ma vie professionnelle empiétait sur ma vie personnelle. Puis, étant donné que je me disais, tu sais, j'ai du temps, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire, fait que tu sais, je peux faire mon travail que je devrais faire le soir de semaine, ben je peux faire en fin de semaine. Donc, ça empiétait sur le temps que je m'étais dit, tu sais, j'ai besoin de décrocher, j'ai besoin de faire du sport pour décrocher. Ben là, c'est le contraire qui s'est passé. Fait que ça s'est installé petit à petit, puis ça faisait en sorte que je faisais plus autant de courses, je m'entraînais plus. Donc, rendu à l'été 2023,
j'avais été réinvitée, vu que l'année d'avant, j'avais pas pu prendre le départ du 110. Fait que j'avais été réinvitée, mais j'ai pas pris le départ parce que justement, j'étais pas du tout entraînée là. Puis mentalement aussi, ça, tu sais, j'étais pas là, pour prendre le départ d'une course. Donc c'est ça. Fait que après, ben ça l'a un peu. Euh, je me suis questionnée sur les raisons pourquoi je faisais ça, puis est-ce que j'aimais ça autant ou tu sais qu'avant. Puis ben c'est ça, j'ai commencé quand je suis arrivée en Gaspésie, ben j'ai un peu vu que ben c'est ça, il y avait pas juste la course à pied, tu sais, la course de trail, alors que je faisais vraiment beaucoup ça à Québec. J'ai découvert la voile, fait que l'été, ben je faisais beaucoup de voile. Euh, je faisais beaucoup de kayak aussi. Après ça, l'hiver, ben j'ai découvert le ski de rando. Fait que tu sais, euh, fait que c'est ça. Le monde, mon petit monde tournait moins autour de la course à pied, ce qui est bien aussi parce que justement, c'était, ben, tu sais, j'ai découvert, ben, juste faire des expéditions aussi ou faire, tu sais, juste la montagne d'un autre point de vue que juste de la trail, puis ça ouvre sur d'autres portes, d'autres opportunités. Puis mes amis aussi en Gaspésie, tu sais, oui, on fait de la course de trail, mais on fait tellement d'autres choses que finalement, ben, j'avais plus autant envie de consacrer autant de temps à la course de trail. Mais ça reste quand même présent, tu sais. Mais à quel point, tu sais, j'avais envie de juste de m'entraîner pour prendre un départ de course, ça faisait moins de sens pour moi. Ouais, ben c'est sain comme réflexion. Puis à t'entendre, on dirait que la course de trail était l'exutoire ou l'échappatoire à justement ce travail-là qui est demandant puis qui peut être difficile aussi mentalement. Donc de sortir de ça, l'échappatoire était la course. Puis au final, avec cette transition-là, c'est plus la nature, le plein air, puis que ce soit en trail, en voile, en ski, peu importe. C'est bien ça qui est l'élément central de tes temps libres puis de sortir de ce que tu peux vivre d'un point de vue professionnel qui peut être difficile. Là. Mm-hmm. Ouais, C'est exactement. intéressant. On t'a vu aussi dans des événements comme dans des équipes médicales, comme bénévole. On s'est vu récemment, dans la dernière année à l'Ultra Trail des Chic-Chocs. On s'est croisé aussi au QMT. Comment cette implication-là s'est transformée, puis comment ces opportunités-là sont arrivées? Oui, ben c'est ça. En fait, les événements, ben étant donné que je prenais plus le départ comme coureuse, j'adore les événements pour justement connecter avec la communauté de trail. J'ai des amis en trail qui sont physiquement pas avec moi en Gaspésie, mais qui sont un peu partout au Québec. Là, je dirais à Québec, j'en ai des bons amis de trail, puis bon ailleurs aussi. Fait que ça devient un peu des occasions de se voir, de prendre des nouvelles, puis fait que j'adore être présente aux événements aussi pour prendre des nouvelles, c'est ça. Puis fait que c'est ça. Puis je sais que j'avais fait un peu de bénévolat aussi quand j'étais coureuse sur des ravitaux. J'avais fermé des parcours aussi. Euh, Fait que c'est un autre une autre manière de participer aux événements, puis de redonner aussi. Je pense que c'est important là. Tu sais, puis ça demande pas nécessairement beaucoup de temps là. Tu sais, souvent on se déplace pour une fin de semaine de course, ben on fait une course une journée ou une demi-journée. Ou, tu sais, on a du temps là, à donner un peu le reste, tu sais, ne serait-ce que quelques heures par-ci par-là. Tu sais, Ah oui. c'est toujours apprécié. Fait que ouais, je faisais ça. Puis ben j'ai fait mon cours de secourisme avancé en région isolée il y a 2 ans. Donc c'est ça, l'aspect euh, un peu relation d'aide, tout ça. Ben, j'ai fait ce cours-là parce que j'habite en Gaspésie, je fais je suis souvent en région isolée, donc que ce soit en ski ou en trail ou tu sais, je voulais bon, j'ai commencé à faire du fast packing. Fait que tu sais, C'est des c'est bonnes des connaissances à avoir. ouais, vraiment, tu sais, je pense que tout le monde devrait avoir minimalement un 20 heures de monde qui fait un peu de montagne, qui se ramasse en région isolée où les soins médicaux d'urgence sont pas accessibles rapidement. Ben, je pense qu'il devrait avoir cette base-là, là, ne serait-ce que le 20 heures, le Sirius. Euh,
Mais c'est ça, fait que j'ai fait ce cours-là avancé, puis ben c'est ça, j'avais envie de participer aux événements, mais de ce côté-là, puis euh, c'est ça, j'ai joint l'équipe du QMT médical l'an dernier. Puis j'ai fait aussi, ben c'est ça, l'équipe du QMT médical. Fait que oui, des courses de trail, mais il y a aussi bon la Coupe du monde de vélo de montagne là, au Mont-Saint-Anne. Fait que voilà. Puis j'adore ce côté-là de, tu sais, c'est très effet de gang encore une fois, là, la petite communauté, tu sais, puis de voir ce côté-là aussi derrière, un peu derrière le décor de, tu sais, de ce qui se passe en fait réellement dans ton corps quand tu fais la course de trail. Tu sais, c'est pas sais, on en rit beaucoup, on en fait des jokes là, souvent. Bon, par exemple au ravito, tu sais, tout le monde va le fameux classique va proposer de mettre du coke de boire du coke là, puis de remplir tes gourdes de coke, mais tu sais, dans les faits, c'est vraiment pas bon parce que ça te donne un rush de sucre, puis une demi-heure après, même pas, tu sais, tu vas crasher, puis là, ben, tu sais, tu vas te ramasser en c'est ça. Fait que c'est comme un punch dans ton estomac finalement que tu donnes, puis tu sais c'est pas pour aider le temps que ça. Fait que il y a beaucoup de croyances comme ça qu'on a comme coureur qu'on va un peu on va un peu en rire là, faire des jokes, mais tu sais finalement c'est pas très jojo là, tu sais ce que tu fais à ton corps. Fait que tu sais dans le fond essentiellement quand tu sais tu pousses ton corps dans les limites comme ça, ben tu l'amènes volontairement proche de l'état de choc là, tu sais. Fait que c'est réellement dangereux puis faut pas banaliser ça, je pense aussi, tu sais je pense à ben tu sais on s'est vu à l'UTCC où il y a un coureur qui a été évacué par hélico, ben tu sais pour je pense qu'il y a insuffisance rénale, il me semble de mémoire, mais tu sais c'est ça, c'est des choses, c'est des risques qui sont réels. Mm. Puis il faut pas prendre ça à la légère. Puis tu sais la raison pourquoi tu sais il y a des fois des gens qui vont un petit peu trouver qu'il y a trop de matériel obligatoire pour certaines courses, ben tu sais c'est là pour une raison, c'est parce que tu sais tu veux pas te ramasser à si tu te ramasses à devoir être évacué, ben ça se peut que ça prenne du temps. Donc il faut Exact. le matériel pour te garder ta chaleur, pour te garder hydraté ou tu sais pendant le temps où tu vas attendre parce que c'est pas il y en a des services d'urgence, mais ils vont prendre du temps à arriver selon où tu es dans la montagne. Puis après ça, il faut qu'ils te trouvent aussi. Tu sais. Ouais, puis il faut faire confiance aux organisations qui s'y mettent du matériel obligatoire. C'est pas parce qu'ils se disent ça va être drôle de les voir courir avec autant de poids. C'est juste parce qu'ils se disent exactement ce que tu viens d'expliquer. Meilleur exemple, c'est l'Ultra Trail des Chic-Chocs de 23 km. Tu sais, l'évacuation d'hélicoptère, ça s'est pas fait sur le 170 km sur des sommets éloignés. Ça s'est fait sur le Mont Albert, la montagne la plus connue au Québec, sur un 23 km. Mais 23 km des Chic-Chocs, c'est pas ton classique 20 km trail qui va se rentrer en 2h30. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus éloigné. Puis s'il y a du matériel obligatoire sur une course courte, je mets des guillemets, c'est parce qu'il peut y avoir des situations où tu es pris sur le sommet du Mont Albert dans la cuve, puis ça peut prendre du temps à sortir. Tu sais, la couverture de survie, elle te ralentit pas. Peu importe son poids, là, je sais pas combien de grammes, elle te ralentit pas. T'sais, Jean Fortier racontait sur le podcast récemment, il est allé à Tout Trail, puis il parlait justement du QMT médical, cette expertise-là avec le QMT de cette équipe-là. Puis il racontait l'anecdote de la fois qu'il a pogné un coureur qui avait coupé une couverture de survie en deux pour économiser du poids. Ça fait pas de différence, mais ça peut te sauver la vie si tu te casses une cheville, puis finalement, le 6 km qui te reste jusqu'au village, ben il t'en prend 4 heures parce qu'il faut que tu titubes jusqu'à l'arrivée. Fait que la couverture de survie, s'il se met à faire un peu plus froid, ben elle va te sauver la vie. Fait que, encore là, on se parlant de convaincus, mais je pense que c'est une sensibilisation qui est importante à faire pour les gens qui arrivent dans le sport ou qui arrivent de d'autres disciplines sportives ou d'autres types de courses puis qui peuvent trouver ça. Je suis d'accord, c'est quand même beaucoup pour une course si courte. Oui, mais il y a une raison pourquoi. Il y a peut-être une histoire derrière, une anecdote, puis une histoire qui n'est pas Jojo, qui a mené à cet élément-là sur la liste, puis c'est correct. T'sais. Prends-le, tout le monde là. Tout le monde est égal. Là. Ben exact. Puis tu sais, faut aussi se demander ben qu'est-ce que tu joues là. Tu sais, c'est quoi que t'as en jeu là. Tu sais, pour vouloir enlever du poids comme ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas ta médaille, ça va être la même là au bout du compte là, que tu vas recevoir là, que tu sois, tu sais, n'importe quelle position. Tu sais, je veux dire, les enjeux sont pas tu gagnes pas ta vie avec ça, tu sais, tu sais, faut vraiment diminuer l'importance relative que ça a là, Oui. de faire tu sais, on est là pour avoir du plaisir, puis le but
ben de finir en un morceau puis en santé puis tu sais c'est pas nécessairement de finir la course si finalement tu peux pas finir ta course pour n'importe quelle raison ben c'est correct aussi tu as eu une belle balade t'as vu des super beaux paysages tu sais les courses qu'on a au Québec sont magnifiques là fait que tu sais t'as des gens qui t'attendent à la maison qui veulent te revoir fait que tu sais c'est ça il me semble que le calcul est assez facile à faire là, je vais prendre le poids de plus là, dans mon sac, là, tu sais. Exact. Puis comme ce Ouais. que tu dis par rapport aux abandons, c'est pas un échec, un abandon, mais c'est la bonne décision à prendre dans bien des situations. Puis les équipes médicales qui sont là, il faut aussi leur faire confiance. Il y a des anecdotes, il y a des histoires d'équipes médicales qui se font crier dessus par un coureur parce que la personne n'est plus dans les barrières horaires ou une équipe médicale prend la décision de ne pas laisser partir quelqu'un d'un ravitaillement pour plein de raisons, mais souvent, quand tu te rends dans cette situation-là, tu n'es plus tout à fait lucide si tu veux continuer, puis une équipe médicale indépendante qui gagne à rien à ton abandon ou pas, ça leur change rien dans leur vie. S'ils décident que c'est mieux que tu repartes pas, ben, faut leur faire confiance, puis même quand on prend notre décision nous-mêmes, c'est jamais un échec, tu sais, c'est un apprentissage, c'est un abandon, ça arrive, puis c'est un sport où ça arrive beaucoup, puis c'est normal, puis tout le monde va en avoir dans leur carrière de coureur, puis ça fait partie de la game, mais c'est souvent la bonne décision. En fait, c'est toujours la bonne décision à prendre. Même si le lendemain, t'as des regrets, puis tu te réveilles, puis t'es pas raqué de la cheville que tu pensais que t'avais mal, puis t'as abandonné parce que ta cheville te faisait mal, dans le moment où tu as pris la décision, c'est la bonne décision. C'est la vie, on passe au prochain projet. Là. Oui, puis tu sais, il faut aussi se questionner sur finalement, tu sais, ben pourquoi je veux continuer malgré que mon corps me dit le contraire, puis je suis comme tous les signes, les symptômes que j'ai, les signes que j'ai, ben je me rapproche de l'état de choc. Là. Donc, c'est quoi? Faut se questionner, ben qu'est-ce qui fait que je veux malgré tout ça pousser mon corps encore puis continuer, tu sais, c'est une question d'ego peut-être rendu là ou tu sais, je sais pas, mais c'est vraiment questionnable, là, tu sais. Puis puis ouais, le but c'est ben de regarder qu'est-ce que j'ai fait, de c'est quoi comme tu sais, de regarder en arrière qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, puis c'était super beau, puis j'ai eu une belle course, puis voilà, ça peut s'arrêter là, mais demain je peux recourir ou tu sais la semaine prochaine c'est pas fini, ça s'arrête pas là, tu sais les montagnes vont encore être là demain, la course, tu peux la refaire. Ou, fait que voilà, c'est faut relativiser puis ouais, faire confiance aux équipes médicales puis aux bénévoles aussi. Ouais. Ouais, ils sont là pour ça. Fait que vous n'êtes pas seul dans votre course. Puis c'est juste de la course. C'est juste de la course. On prend ça au sérieux, on se prépare de manière sérieuse, mais il faut pas se prendre au sérieux, c'est juste de la course. Ben non, tu sais, tout le monde a d'autres obligations, tout le monde a d'autres rôles à jouer dans leur vie. Donc, je pense que, tu sais, tous les gens, il y a des gens qui comptent sur vous pour faire autre chose, tu sais. Fait que, voilà, ils veulent vous retrouver à la maison, là. Exact. Laurie, j'ai envie qu'on parle des Monts Groux, mais avant qu'on se lance vers la Côte-Nord pour parler de ce projet-là, on va prendre une petite pause d'un message d'un partenaire qui est de ton coin, le Gaspésia. Je sais pas si tu connais. Donc, message du Gaspésia, puis on se parle de l'autre côté. L'Ultra Trail Gaspésia 100 souffle 10 bougies cette année et Jean-François Tappe et son équipe vous préparent tout un party. Le Gaspésia 100, c'est 16 épreuves de 1 à 165 km, dont 4 courses par étape de 25, 50, 75 et 100 km. Après 10 ans, l'événement a acquis un statut mythique dans la communauté trail du Québec et des Maritimes avec ses parcours uniques que tu retrouveras nulle part ailleurs. Courir sur la plage, marcher à contre-courant dans la célèbre rivière aux Émeraudes, prendre un traversier pour aller compétitionner sur l'île Bonaventure, traverser le géoparc mondial UNESCO de Percé et tout ça en n'étant jamais plus loin que 5 km de la civilisation. L'événement est à taille humaine, la signature des événements Gaspésia se ressent dans chaque recoin du parcours, puis je te jure que tu vas repartir de Percé avec les plus beaux souvenirs de ton été. Tu veux en savoir plus? Rendez-vous sur le gaspésia.org pour avoir plus d'infos. Ça se passe du 13 au 15 juin prochain. Je le disais, je voulais qu'on aille sur un sujet, une aventure que tu as vécue l'an dernier, il y a 2 ans, les Monts Groux, les Monts Wapishka sur la Côte-Nord. On parlait toute la première partie de l'épisode de justement ce pic d'amour-là, de passion que tu as eu pour la trail, puis l'évolution vers une passion qui est peut-être plus sur le plein air, les grands espaces, la nature. Parle-moi comment ça s'est inscrit, ce projet-là, d'aller traverser cette chaîne de montagnes-là sur la Côte-Nord.
Oui, dans le fond, je l'ai faite en septembre 2024. Septembre, octobre, en tout cas, cette année, Ouais. l'année dernière. Euh, j'ai, Dans le fond, j'ai travaillé sur la Côte-Nord de décembre 2023 jusqu'à octobre 2024, fait que pendant à peu près un an. Et quand j'ai commencé à travailler sur la Côte-Nord, c'est en 2023, ben j'ai un couple d'amis, Frédéric et Péa, eux, bon, sont des habitués de voyage, puis ils font de la randonnée et tout ça. Donc, c'est quelque chose, c'est un projet. Puis eux, ils étaient déjà allés dans le coin du réservoir Manicouagan, qui est dans les monts Wapishka. L'œil Euh, du Québec qu'on appelle. ouais, l'œil du Québec, exactement, le Voilà. cratère. Si vous regardez une map du Québec, t'as le lac Saint-Jean qui est facile à spotter. Tu continues à peu près à la même hauteur, un peu plus à l'est, puis là, tu arrives sur l'œil du Québec. Ouais, c'est ça, qui est finalement un cratère, là. Puis il y a une île un cratère dans le fond, là, il y a eu une météorite puis une île qui a poussé de là. Fait que voilà, donc eux, ils étaient allés déjà dans ce coin-là. Ils avaient voulu faire une partie de la randonnée, une partie de randonnée là, qui est balisée, des sentiers en fait là, qui existent au nord puis au sud des monts, de la traversée des monts Wapishka. Donc, il y avait vraiment l'intérêt de le faire, la traversée. Puis, j'ai lancé l'idée, on en a parlé, puis on s'est dit, hey, tu sais, parce que moi, c'est ça, en ayant un pied à terre à Bécomo, ça devient plus facile de monter pour faire les monts Wapishka après. C'est combien de temps à peu près au nord de Bécomo? Je pense, autour de 300 quelques kilomètres OK. au nord de Bécomo. C'est un genre de, ben, il y a de la route de terre aussi, là, donc c'est à peu près un 4 heures et demie, là, tu sais. OK, quand même. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en ayant un pied à terre, ben, tu sais, arrive chez moi, on part très tôt le matin de Bécomo, puis on fait la première, on campe à la base, là, bon, en tout cas. Donc, c'est ça, c'était un projet une idée qu'on avait, puis on a lancé ça, puis à un moment donné, ben, on s'en parlait, c'est devenu un peu plus réaliste, puis bon, on a commencé à, à monter un peu le projet, puis regarder les dates. Il faut savoir que les monts Wapishka sont enneigés 9 mois par année. Il y a comme deux fenêtres. L'hiver, on peut les traverser là, en ski, en raquette, là, tout ça, mais sinon, il y a comme deux fenêtres là, où on peut y aller en randonnée, là, où il n'y a pas, où il y a pas de neige. Là, au mois de juin, il y a une petite fenêtre, là, c'est quand les rivières dégèlent, avant que les rivières dégèlent. OK. L'été, en fait, on peut pas y aller là, parce qu'il y a trop de mouches, puis c'est vraiment des mouches qui t'arrachent la peau là, Ah apparemment ouais, c'est OK. insupportable, là. Fait que tu sais, les gens qui se sont essayés y aller l'été, c'est vraiment un échec là. Donc on n'y va pas l'été, mais à l'automne, avant qu'il neige, avant qu'il fasse trop froid, on peut y aller à partir de mi-fin septembre jusqu'à fin mi-octobre, mettons. Là, tu parlais de la fenêtre en juin où les rivières sont encore glacées. Je comprends que quand on y va fin septembre, début octobre, les rivières, bien sûr, sont pas glacées, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des traversées de rivières sur le parcours? Ouais, c'est ça. C'est un peu, ça fait partie d'une des difficultés. On traverse beaucoup de rivières là, à gué, fait que c'est ça. On peut en avoir dépendamment des moments de l'année. Tu sais, c'est ça. Au printemps, je pense que les rivières sont comme sont trop volumineuses là, pour les traverser ou tu sais c'est il y a des gens qui le font là vraiment au printemps là, c'est pas mais tu sais ça, nous on l'a fait l'automne. Puis bon, il y a toutes sortes de méthodes pour traverser là, il y a des gens qui vont le faire nous on était trois, on avait trois méthodes différentes. Moi j'avais des OK. bottes de pluie. Ouais, j'avais des bottes de pluie que je traînais sur mon sac, des bottes de pluie super légères là, mais qui montent assez haut. Fred, elle avait pris des petites bottes de néoprène, là, des petites bottes de néoprène là, pour faire du surf ou de la voile. OK. Et je pense que PA avait de mémoire, il y avait des sandales, lui. OK.
Fait que c'est vraiment juste pour traverser les rivières. Puis nous, on avait été quand même chanceux parce que on a eu un été assez sec. Donc les rivières qu'on a traversées, tu sais, on mettait ça, puis on avait nos bottes de rando. Donc quand on arrivait pour traverser les rivières, on mettait nos bottes pour traverser, puis ou notre moyen là, pour traverser, après ça, on remettait nos bottes de randonnée. Il y a même des fois, on n'a pas eu besoin d'en mettre parce qu'il y avait des roches, puis tu sais, on pouvait juste marcher sur les roches, puis traverser parce que le niveau des rivières était pas très élevé. Au final, qu'est-ce qui s'est avéré être la meilleure des trois méthodes? Mais je pense qu'on a les trois vraiment aimé notre propre méthode. Fait que, OK, bon. moi, je referais ma méthode, Fred aussi, PA aussi. Donc, C'est un succès sur toute je l'année. pense que PA a eu, je me demande si c'est pas eu, non, je vais pas dire n'importe quoi, mais non, je pense qu'on a tous aimé notre respective. Très fort. Qu'est-ce qui caractérise cette chaîne de montagne-là? C'est des hauts sommets, plusieurs sommets de 1000 mètres sur le parcours, ce qui est quand même rare au Québec. Là. On en a à quelques endroits. Mais qu'est-ce qui caractérise ce secteur-là? Ouais, ben les monts Wapishka, c'est le nom en langue Innu, là, ça veut dire sommet enneigé. C'est un territoire qui est réputé sauvage. Donc l'idée derrière la traversée des monts Gros, c'est vraiment de garder le caractère le plus sauvage possible du territoire. Fait qu'il y a une espèce il y a des valeurs qui sont associées là, bon évidemment les 7 principes sans trace qu'il faut respecter, mais au-delà de ça, tu sais, il y a un caractère un peu je dirais quasiment spirituel de la traversée des monts Gros. Tu sais, à la base en fait les gens qui ont parti un peu cette traversée-là, c'était deux messieurs là, dans les années 50-60, avant même que le tourisme d'aventure existe. Là. Il y avait Jacques Duhoux, qui d'ailleurs, il y a un documentaire sur lui qui est sorti, je pense, en 2023-2024. C'est un monsieur qui habite là depuis une trentaine d'années. Dans le fond, il y a quelques personnes qui habitent là dans les monts Wapishka, qui ont construit leur propre cabane en autonomie complète, là, qui habitent là depuis trentaine d'années, comme ce monsieur-là qui, encore 25 ans aujourd'hui, fend du bois. Il a un petit peu de misère avec sa santé, là. Il a Parkinson. Mais il est encore là, il est encore en autonomie, puis il veut vivre là jusqu'à ce que tu sais, il puisse plus vraiment plus. Mais tu sais, c'est des gens qui sont ça, c'est des vrais amoureux de la nature qui acceptent que ben oui, je vis éloigné, j'ai pas de service d'urgence si même quelque chose, ben la mort fait partie de la vie. Tu sais, si c'est ça qui doit arriver, ben ça va être ça. Tu sais, mais au moins je vais être dans mon élément, ça va être l'ordre naturel des choses. Tu sais. Donc Puis il oui. y a de quoi de beau là-dedans, dans le sens où aucun jugement là-dedans, chacun fait ses choix, mais il y a quelque chose tu sais, on parle souvent de mourir dans la dignité, puis on parle beaucoup d'aide médicale à mourir, mais on parle aussi de nos CHSLD au Québec, puis tu te dis, tu sais, est-ce que je veux que la médecine me supporte dans une fin de vie, puis me donner tout ce que la médecine moderne peut offrir, c'est-à-dire me faire durer le plus longtemps possible, mais que les dernières années, les derniers mois sont dans des conditions qui sont pas optimales. Puis je pense qu'ils sont pas quelque chose qu'on aspire dans notre vie, qu'on se dit un jour je vais être comme ça, puis j'ai hâte, versus cette façon-là qui est aux antipodes complètement, qui est propre à ces personnes-là, puis c'est pas pour tout le monde, mais de se dire je partirai quand je partirai, puis ça arrivera comme ça arrivera, puis c'est tout. Ouais. Il y a de quoi de beau, je trouve, d'inspirant, puis je dis pas qu'un est mieux que l'autre, mais ça clash beaucoup avec notre société moderne aujourd'hui où on s'assure de maintenir les gens le plus longtemps possible en vie pour qu'ils puissent faire quoi? Je pose la question. Mais je trouve ça beau d'entendre parler de ces gens-là qui sont allés s'installer à 4h30 au nord de Bécomo, puis qui vivent au rythme de ces montagnes-là, puis c'est tout. Là. Oui, c'est ça. Puis ben c'est ça, ce monsieur-là, le film s'appelle Jacques, si jamais ça intéresse, mais c'est ça, c'est avec lui et Michel Denis, c'est des gens qui ont un peu parti cette offre de service-là de faire la traversée des monts Wapishka dans les années 50-60. Donc, les gens participaient à ça. Il y avait des petites publicités qui étaient faites. Puis bon, puis ils traversaient à l'époque en traîneau à chien, tu sais. Puis Ah ouais. ça, c'était des expéditions, le début des expéditions comme ça, puis qui étaient tu sais, qui se débrouillaient avec les moyens qu'il y avait. Puis bon.
Puis dans le grand froid, là, qui est probablement beaucoup plus froid que ce qu'on vit. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, fait que ouais, le caractère sauvage. Tu sais, après, bon, tu sais, c'est quelque chose qui est connu, la traversée des monts Wapishka. Malheureusement, là, parce que ben, on veut garder le caractère sauvage, mais tu sais, c'est comme partout, tu sais, dès qu'il y a de l'humain, ben, tu sais, ça enlève un peu tout ce caractère-là. Puis, tu sais, là, en parlant, on en fait un peu la promotion, mais tu sais, c'est ça, c'est important qu'on parle des principes un peu de préservation ben, l'éthique de la nature, là. Exact. J'ose espérer, puis peut-être que c'est très naïf de ma part, mais quand tu te lances sur une traversée comme ça qui est éloignée, je veux dire, il y a une préparation là-dedans. C'est pas juste hey, on part-tu en fin de semaine, on va aller faire ça, tu décides le jeudi, puis le samedi t'es fait. Il y a une préparation qui mène à ça. C'est loin, c'est reculé. Il faut qu'il y ait une volonté d'aller découvrir ces grands espaces-là sauvages. J'ose espérer que les gens qui font ce genre de traversée-là appliquent les principes du Centras, respectent la nature. Tu t'en vas voir ce qu'il y a de plus beau dans cette région-là. L'idée, ce serait de repartir et que ce soit aussi beau. Là. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que c'est très difficile à faire, même si, tu sais, oui, les principes Centras, mais tu sais, il y a pas, on va forcément laisser une trace, peu importe, tu sais, parce que, ben, il faut vivre, tu sais, il faut survivre dans ce milieu-là. Donc, par exemple, bon, si on doit faire un feu, ben, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de traces de ça. Tu sais, on va essayer de l'enterrer, de le mettre, tu sais, de pas le faire dans des milieux qui sont pas, qui se renouvellent pas, tu sais. Ouais. Fait que, puis aussi, ben, quand on marche, tu sais, en groupe, les gens qui vont le faire en groupe, ben, ils priorisent de pas le faire à la file indienne, pas marcher un derrière l'autre pour éviter de taper le sol plusieurs fois, tu sais, une ensuite de l'autre, fait que plus en rangée. Puis l'idée, en fait, des Mongrous, c'est ça, c'est qu'il y a pas il y a pas de sentier. Il y a un sentier au départ au sud. Ben, il y a une traversée. La plupart des gens font la traversée nord-sud. La traversée est-ouest, c'est super long. Là, ça se fait en une quinzaine de jours. Et, tu sais. Okay. Mais mettons, la plus accessible, c'est la traversée nord-sud au sud-nord. Là. Donc, il y a à peu près 7-8 kilomètres de sentiers aménagés au début et à la fin, donc au nord et au sud. Puis après ça, ben, c'est en autonomie complète. Puis on s'oriente à la carte et à la boussole. Fait que c'est des cartes topographiques. Puis chaque personne va décider un peu de c'est quoi son parcours. Fait qu'on regarde, c'est ça, c'est un peu la difficulté. Puis c'est ça qui est super nice aussi de la traversée des monts Wapishka, c'est qu'on regarde la carte puis on dit OK, là il y a l'air d'avoir des arbres, de la densité. On ne sait pas si ça se traverse ou pas, mais tu sais, on sait qu'il faut qu'on traverse ça. Est-ce qu'on le contourne ou est-ce qu'on le traverse? Fait que ça devient un peu de l'orientation, en fait. Mm-hmm. Là, ben, ce que je vois sur ma carte, qu'est-ce que ça va avoir l'air en réalité? Puis, bon, si par exemple, on voit, il y a une fois qu'on voyait qu'il y avait un cliff qu'il fallait descendre, puis là, on voyait qu'il y avait un contournement, mais ça nous rajoutait, tu sais, beaucoup de temps. Puis là, il faut que tu calcules aussi dans ta journée, OK, bon, tu vas dormir où? Tu sais, bon, la météo aussi va jouer. Fait que c'est toujours de jouer avec de vérifier tes paramètres, puis c'est ça, de s'assurer que, ben, t'es toujours correct, là, tu sais. Ben oui. Fait que finalement, on s'est dit non, on va essayer de le contourner, mais tu sais, bon, par le bois, il semble avoir un peu de végétation, mais ça semble assez, tu sais, pas trop, ça semble correct, tu sais. Puis le dénivelé a pas l'air si à pic que ça. Finalement, on s'est ramassé à descendre le cliff, mais à travers ce qu'on pensait être des arbustes, tu sais, mettons, à la hauteur des genoux. Finalement, ben, tu sais, moi puis Frédéric, on n'est pas très grande, fait qu'on avait au-dessus de la tête, tu sais, puis on avait un chien avec nous, Fourchette, qui est un chien habitué aux randonnées, tout ça, donc ça allait bien, mais tu sais, faut tenir le chien en laisse, là, évidemment, là, dans les monts Wapishka. Donc, on avait le chien qui était à travers les arbres, puis bon, puis on était graffignés de bord en bord, là, parce que, évidemment, tu sais, c'est très difficile comme traversée parce que c'est pas, t'as toujours les pieds dans la mousse, c'est c'est de la taïga, dans le fond, la végétation. Fait qu'il y a de la mousse, puis elle est constamment humide. Fait que, tu sais, c'est impossible de garder tes pieds au sec, là, tu sais.
Donc, faut avoir des bonnes bottes. Il y a des gens qui mettent des sacs de plastique autour de leurs bottes. Il y a toutes sortes de techniques, là, tu sais. Mais tu sais, faut prendre pour acquis que on n'aura pas nécessairement les pieds au sec là, pendant les journées qui vont durer la traversée, là, tu sais. C'est environ combien de jours? Vous, ça vous a pris combien de temps faire cette traversée-là? Ça nous a pris, je pense, 4 jours, il me semble. Nous, ça a super bien été. On n'a pas eu de mauvais temps. On a vraiment été chanceux là, parce que faut savoir aussi, dans le mois de septembre, même au mois d'août, il y a des gens qui le font fin août. Tu peux vraiment. Il y a un climat qui est vraiment particulier au Mont Wapishka, c'est que tu peux avoir les 4 saisons en une seule journée. Là, tu sais. Ah Il ouais. peut faire super chaud. À un moment donné, il y a une tempête de neige le lendemain. Tu sais. Puis il y a des gens il y a une année au mois d'août, ils ont eu une tempête de neige, ils ont été quasiment ensevelis. Tu sais. My God. Fait qu'il faut se préparer à ça dans notre matériel qu'on traîne aussi. Tu sais. Euh, Puis aussi, la météo est difficile à prévoir, à voir venir. Tu sais, je me souviens la dernière journée. Euh, Ça a été plus difficile la dernière journée là, au niveau de la météo parce que c'est ça, il y avait du brouillard. À un moment donné, il y a eu des éclairs. Puis tu sais, des éclairs dans les mois. Tu peux pas te couvrir. Tu peux pas. Tu sais, tu fais juste attendre. En fond, t'essaies. Bon, tu vas pas sur un sommet idéalement, mais après, ben, tu sais, tu te sépares. Tu peux pas. Faut pas t'ouvrir sur regrouper parce que si jamais la foudre frappe, ben, tu sais, faut qu'il y ait le moins de dommages possible. Donc, tu Ah essaies de oui. prendre tout ce qui est métallique sur toi, puis tu essaies, t'attends que ça passe, tu sais. Ouais, c'est ça. Aïe aïe, hein? C'est-tu la première fois que tu faisais une aventure de ce genre-là? D'un multijour en milieu très éloigné, on s'entend? Oui, Ouais. orientation, tout ça, là, puis tu sais, ouais, c'était super enrichissant. Ouais? C'est Ouais, quoi? j'ai vraiment adoré, là. Puis tu sais, c'est ça, c'est de se retrouver dans ce milieu-là qui est tellement beau aussi. C'était magnifique, là, tu sais. J'ai pas de comparatif là parce que on dirait que c'est ça quand tu vis ça ben tu veux le garder un peu secret puis tu sais l'idée aussi ben c'est ça personne partage son parcours ça fait partie de l'esprit des monts Wapishka pour pas que justement on repasse plusieurs fois au même endroit même si Ouais. bon, à force de tu sais, on finit par comprendre que le chemin plus court c'est mais tu sais il y a différentes manières de le faire mais c'est ça l'idée c'est vraiment de pas partager son parcours puis c'est ça, de pas laisser de traces, c'est de pas camper sur des milieux, ben, en fait, idéalement camper sur des milieux qui sont durables, puis tu sais, c'est ça, de pas laisser des déchets, de gérer, bon, tu sais, les 7 principes, en fait. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as appris le plus sur toi dans cette nouveauté-là, cette aventure-là multijour en mode reculé, éloigné? Sur moi, my God, je- c'est une question un peu difficile. Euh, je, je sais pas comment, je sais pas qu'est-ce que j'aurais appris sur moi, mais il y a quelque chose, tu sais, euh, Sinon, qu'est-ce que tu ramènes avec toi d'une aventure comme ça? ouais, qu'est-ce Qu'est-ce qu'on que tu ramène? retiens? Ben, ben juste de se retrouver dans des grands espaces comme ça, ouais, tu sais, l'orientation, en fait, là, tu sais, il y a une partie tu sais, on avait un téléphone satellite, là, au cas où, là. Mais tu sais, ça reste que tu sais, les services d'urgence sont très loin puis sont pas accessibles. Là, fait que excuse-moi pour le son. Fait que euh, ben c'est ça, t'es un peu laissé à toi-même pendant ce moment-là. Là, t'es jamais. Il y a quand même le téléphone. Bon, il y a quand même des services d'urgence qui peuvent arriver, mais tu sais, c'est ça, de prévoir euh, tout ton matériel. Je sais pas, il y a quelque chose de
Ouais, je saurais pas comment répondre à cette question-là, en Mais c'est fait. peut-être la beauté de cette aventure-là aussi. Peut-être qu'elle n'est pas complètement processée, ou peut-être que, tu le disais tantôt, on veut en garder une partie pour soi aussi, puis c'est correct, hein. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je parlais justement avec Frédéric pas plus tard qu'aujourd'hui, puis elle me disait, hey, elle dit, j'ai vraiment le goût de refaire les Mongols, tu sais, puis PA disait à Fred, quand on est revenu cet automne des Mongols, tu sais, lui, il voulait déjà repartir, puis tu sais, PA, ça a été une petite anecdote comme ça, il a eu mal au genou après la première journée, tu sais, puis il avait même commencé à compenser avec son autre jambe, fait que là, il y avait comme la cheville de l'autre jambe qui était un peu amoché, là. Donc, Ah ouais. à partir de la deuxième journée, fait que moi qui a, bon, avec mes connaissances de médic, mais avec pas trop d'expérience en taping, là, tu sais, habituellement, dans les équipes de médic, les tapings, les physios sont plus habilités que moi à les faire, fait que je les laisse les faire, mais fait que j'ai fait un taping de cheville avec les connaissances que j'ai, puis je me suis dit, hier, je vais la solidifier comme je peux, puis mais finalement, il a gardé le taping pendant les 3 jours, tu sais. Puis Le il a dit, même hey, ça a taping. vraiment le même taping, il a Crème, tout c'était fait dit. solide. Ben oui, c'est ça, étonnamment. Fait que il l'a gardé, puis il était super content, puis il a dit, hey, ça a vraiment fait la différence, tu sais. Puis moi, qui est comme bien surprise parce que c'est mon taping, bon, OK. Fait que maintenant, les ravitaux, Fait que laisse faire les physios, aller voir Laurie pour les tapings. ben non, je suis pas sûre. C'est un coup d'idée, là. Là, T'agaces. c'est une chance, là, mais ouais, c'est ça. Ça se peut que. Mais ouais, c'est ça. Fait que ben, PA, c'est ça, il voulait y retourner dès qu'on est revenu. Puis là, c'est Fred qui m'en a parlé un peu plus tard qu'aujourd'hui. Puis tu sais, moi, j'aimerais la faire, mais en hiver, tu sais, avec le ski, Ouais. en bicyclette, là, surtout. Fait que, voilà. Peut-être un projet, mais c'est ça. Il y a quelque chose d'un peu mystique là, avec les monts Wapishka, puis moi, je pense qu'il faut le vivre, mais avec l'esprit on veut pas trop non plus déranger ces territoires-là qui Ouais. Ben, je trouve ça bien qu'il y ait le territoire des Inuits, tu sais, fait que Ouais. Mais je trouve ça bien qu'il semble y avoir quand même des règles en place, ou en tout cas, un esprit à respecter, puis c'est bon pour cet endroit-là, ça devrait être bon pour n'importe où qu'on s'en va jouer dans le bois, mais je trouve ça bien qu'il y ait ce côté, le côté on partage pas la trace, c'est le fun que les gens le respectent aussi, ça. Ces règles sont mises en place là par les gens qui ont développé le territoire, qui ont développé cet accès-là, qui disent on ouvre une porte pour y aller, mais respecte nos règles, tu sais. Ben, en tout cas, la réalité, c'est que, tu sais, les gens respectent pas toujours non plus cette règle-là, tu sais, parce qu'il y en a des déchets euh, dans les monts puis tu sais, l'idée, c'est si on trouve des déchets, ben, de les ramener avec nous, là, Ben le oui. plus possible, mais non, tu sais, c'est ça, malheureusement, la réalité, c'est que c'est pas toujours respecté, là, ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, le caractère sauvage est pas si, il est présent, mais tu sais, il faut faire attention à ça. Ouais. On dirait que ton histoire, tranquillement, nous amène vers le nord. On est parti de Québec. Bon, la Gaspésie, c'est pas plus au nord. Ben, après, on est allé à la Côte-Nord, Bécomo. Là, on est monté des monts Wapishka. Pour conclure, j'aimerais qu'on jase de ce que tu vis depuis quelques temps à aller travailler dans le Grand Nord. Parle-moi de comment ces opportunités-là professionnelles sont présentées, puis comment ça se passe d'aller vivre à un endroit que pas grand monde ont eu la chance de vivre. Oui, dans le fond, c'est que depuis tu sais, moi, quand j'ai dit tantôt là, que j'avais fait un épuisement professionnel, je travaillais pour le site de la Gaspésie comme travailleuse sociale. Puis après ça, j'ai eu besoin là, de m'éloigner un peu de la Gaspésie au niveau professionnel pour retrouver j'avais une espèce de mixed feelings là, par rapport à ma vie professionnelle, ma vie personnelle en Gaspésie. J'avais l'impression que ma vie professionnelle, ce que je voyais, puisque mon expérience professionnelle teintait un peu ma vision de ma Gaspésie, de où j'habitais, puis j'avais besoin de m'éloigner un petit peu. Donc, je me suis dit, je vais aller travailler ailleurs, mais en gardant toujours un pied à terre chez moi. Tu sais, j'habite en Gaspésie, mais je travaille ailleurs. Tu sais, j'y retourne régulièrement, là, fait que je prends des contrats ailleurs dans d'autres régions. Puis c'est ça qui m'a amené au Nunavik là, dans le mois en fait, au mois de
de fin décembre à début février. Donc, à peu près un mois et demi-ish, là, tu sais. Fait que c'est ça, en fait, c'est un remplacement que j'ai fait, là, comment ça fonctionne dans les villages, ben, en fait, les soins de santé sont desservis par le centre de santé Tulatavik de l'Ungava. Donc, il y a Kuujjuaq sur la côte de l'Ungava, en fait, c'est ça. Il y a Kuujjuaq qui est un peu la porte tournante, là, le village, le plus gros village, là. Mhm. C'est là que la, la base des soins est, l'hôpital est aussi à Kuujjuaq. Puis après, ben, tu as tous les villages nordiques là, sur la côte de l'Ungava, il y en a 7, mais au total, au Nunavik, là, il y en a 14. OK. Fait que c'est ça, les intervenants, en fait, la plupart des gens qui travaillent en santé, services sociaux là, au nord, bon, ils vont faire des stretches de différentes voyons, de différentes longueurs, là, de différents donc c'est 2 semaines, bon, 2 mois, mais la plupart, c'est 2 mois de travail pour un mois de vacances. OK. Ils vont retourner au sud. Retourner au sud, c'est tout ce qui est pas au nord. Meilleure définition. Mais c'est comme le jargon, on dit, ben, allez au sud, là, tu sais. Ouais. Ils vont retourner au sud, donc ils se font remplacer pendant ce mois-là par d'autres intervenants qui font partie du centre de santé de l'Ungava ou des agences. OK. Donc, moi, c'est ça, j'ai remplacé une personne au village Wartak, qu'on appelle. Donc, ça s'écrit Kwaktak, mais ça se prononce Wartak. OK. C'est un village c'est un tout petit village qui est situé en fait entre la baie d'Ungava et la baie de Diana. Donc c'est complètement au nord là. C'est un village qui est au bord de l'eau. 450 habitants environ. Donc c'est ça. Moi j'ai remplacé là en fait il y a 450 habitants. Donc il y a un centre de santé, une clinique en fait. Il y a pas d'hôpital, donc c'est vraiment des infirmières en rôle élargi. Il y en a, je dirais à peu près 4-5. Là, il y a un roulement, mais c'est ça. Il y a des infirmières, il y a deux intervenantes sociales, donc celle qui travaille pour la YP, là, la DPJ, la protection de la jeunesse, et celle qui fait qui est sous la L4S, là, donc la clientèle volontaire. OK. Moi, c'est elle que je remplaçais. Donc, c'est ça, mon travail, c'était d'être un peu la travailleuse sociale du village, là. Donc, peu importe les besoins que les gens avaient, c'était un peu ça. Puis, je faisais aussi de la garde, là, on appelle on-call, là, la garde psychosociale. Là. Donc, s'il y a des cas d'urgence pour tout ce qui est du domaine psychosocial, ben, c'est une semaine sur deux, ish, là, il y a des fois aussi, j'ai fait d'autres fins de semaine, mais j'étais de garde aussi pour ça, là. Donc, OK. voilà, essentiellement, c'est ça. Je vais pas poser de questions sur ce que tu peux vivre là-bas dans le domaine professionnel parce que bien sûr c'est confidentiel, mais tu as l'air d'avoir vécu quelque chose d'assez spécial en termes de vie extérieure, de pouvoir aller prendre des marches à travers des rafales, des situations de pick-up poignées dans la neige, mais aussi d'aller prendre des marches avec des chiens qui t'accompagnent, qui deviennent un peu tes bodyguards personnels, parce que c'est un secteur où il y a présence d'ours polaires, donc danger imminent à chaque fois que tu mets le pied dehors. Raconte-moi un peu ça, tu sais, t'es quelqu'un qui, clairement, on l'a entendu dans la dernière heure, qui aime être à l'extérieur, qui a besoin de ça. Là-bas, c'est une réalité qui est complètement différente, hein. Mhm. Oui, ben c'est ça. La vie là-bas est un peu spéciale. Puis c'est bon. Euh, ouais. En fait, c'est ça. Oui, il y a des ours polaires. C'est comme si la menace est présente là tous les jours là, de peu importe ce que c'est. C'est comme si tu étais un petit peu tout le temps en fait.
à tous les jours, il y a une possibilité, un risque assez présent de mourir juste bêtement, là, parce que, ben, soit tu te perds dans le blizzard. Tu sais, comme je dis, c'est un village qui est isolé. On se rend en avion seulement, tu sais. Puis, euh, c'est ça, tu sais, il y a eu beaucoup de blizzards pendant que j'étais là. Je suis arrivée dans un blizzard, je suis repartie dans un blizzard. Il y a eu des blizzards à travers ça. Il y a pas eu beaucoup de soleil. Puis la raison pour ça, puis c'est que la banquise, en fait, s'était pas encore formée. Les gens disaient que la banquise, quand il n'y a pas de banquise, en fait, ça amène un peu de fog, là, puis ça fait que le soleil est toujours un peu voilé, grisâtre. Puis aussitôt que la banquise se forme, ben, ça enlève cette espèce d'évaporation-là là, de la mer. Puis ça fait qu'il y a moins de nuages. Mais ça aussi, c'est un peu un signe assez concret du réchauffement climatique parce que la banquise, moi, j'étais là du 26 décembre à euh, genre 3 février. La banquise s'est formée à peu près à la mi-janvier, autour du 20 janvier, tu sais. Mais normalement, la banquise se forme en novembre. OK. Donc, on a un bon 2 mois de retard. Puis ça fait en sorte que il y a de moins en moins de phoques parce que les phoques vont mettre bas sur les banquises, tout ça. Donc, puis les ours polaires se nourrissent de phoques. C'est une assez grande quantité, là. Je pense qu'un ours polaire peut manger à peu près 56 phoques par année, là. Fait que c'est quasiment un par semaine, tu sais. Quand Donc, même. il y a de moins en moins de phoques. Donc, les ours sont de plus en plus affamés, puis c'est là que, tu sais, ils vont s'approcher des villages parce qu'ils ont faim, tu sais. Donc, quand un ours rentre dans le village, ben, euh, tu sais, il va pas nécessairement repartir. Puis, tu sais, bon, le village, c'est à ciel, il y a une dompe à ciel ouvert. Bon, oui, il fait froid, mais tu sais, ça sent quand même. Puis bon, fait que tu sais, c'est extrêmement dangereux. Tu sais, l'ours polaire, c'est le plus grand prédateur terrestre, là, tu sais. Fait que euh, c'est ça. Il faut l'abattre, là, tu sais. Ils essayent, bon, et des fois, ils attendent, ils vont voir s'il va revenir ou pas, mais tu sais, la plupart du temps, c'est ça, il faut, tu sais, ça représente vraiment un danger réel pour la communauté. Puis comme je dis, c'est un village qui est isolé, 400 habitants. S'il arrive quelque chose, oui, il y a la clinique, mais tu sais, l'hôpital le plus proche est à Coudjouac. Puis pour se rendre à l'hôpital, ben c'est Medevac, là, c'est l'avion. Si l'avion peut pas décoller parce qu'il y a un blizzard, parce qu'il y a des vents crosswinds, euh, ben tu peux mourir, tu sais. Ouais. Donc, Puis la durée du vol entre Kuujjuaq, c'est combien? ça dépend. Normalement, c'est à peu près 1 heure, mais Quand tu sais, même. un avion plus petit, c'est comme 40 minutes. Tu sais. OK. Ça dépend de la météo, ça dépend Ah ouais. de choses, mais tu sais, Mais s'il se passe quelque chose de c'est encore là, ben, dramatique, il faut que t'es l'avion loin, là. arrive parce que l'avion attend pas à Wartak, Ben, là, c'est tu sais, ça. il faut qu'il arrive puis qu'il reparte, tu sais. Donc, c'est ça, le, l'espérance de vie est beaucoup moins élevée au nord qu'au sud pour toutes ces raisons-là, tu sais, ils Ah peuvent pas, oui. voilà. Puis, tu sais, ça fait partie ça fait partie de la vie aussi, tu sais, c'est comme si, tu sais, puis de par mon travail aussi, tu sais, tantôt t'as dit, bon, il y a des choses que, évidemment, je peux pas parler par confidentialité, mais je peux parler quand même des réalités Ouais. des communautés inuites là-bas, puis tu sais, je pense que c'est important d'en parler parce que j'ai pas l'impression je pense que la plupart des gens ne savent pas nécessairement, tu sais, un peu l'histoire de ce peuple-là, puis, euh, puis les réalités aussi qu'il y a dans le Nord, tu sais, oui, c'était super beau ce que je partageais, là, les photos que je mettais, bon, dans mes réseaux sociaux, mais tu sais, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de violence, tu sais, dans les villages, puis il y a beaucoup de violence aussi par, tu sais, oui, dans les communautés inuites, mais par les Anunnaki, là, qu'on dit. Dans le fond, les Anunnaki, c'est les gens qui sont pas inuits. OK. Les Inuits, ça veut dire ben, les gens en Inuktitut. Puis les gens qui sont pas Inuits, donc ils appellent les Anunnaki. OK. Puis ça, une petite anecdote comme ça, c'est parce que les gens qui sont arrivés, bon, pour les missionnaires qui sont arrivés
d'Europe à l'époque, ben ils parlaient anglais. Euh, Fait que l'anglais, la langue anglaise en Inuktitut, c'est Anunnatitut. Puis Anunnaki parce que ça veut dire sourcil, ventre, parce que ces gens-là avaient des gros sourcils puis des gros ventres. Donc, ils ont fait, bon, Anunnaki ont des gros sourcils puis des gros ventres. Intéressant. Fait que, voilà. que Anunnaki, c'est ça, c'est tous les gens qui sont pas Inuits. Donc, ces gens-là, euh, j'ai perdu pourquoi je disais ça, mais Tu parlais des violences qu'il y avait là-bas. ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il y en a, puis tu sais, il y a beaucoup euh, euh, de c'est parce que l'histoire est assez récente là, des Inuits qu'on la connaît là est récente à date des années 50 parce que c'est un peuple qui était à la base des nomades, tu sais, qui avait un immense territoire, qui le parcourait, qui chassait, qui avait des ressources, puis qui le parcourait avec les chiens, tu sais, se déplaçait avec les chiens. Ce qui s'est passé dans les années 50, c'est qu'on a voulu les sédentariser, puis ce que la GRC a fait, c'est pour les sédentariser, c'est qu'ils ont tué les chiens. Tous les chiens ont été tués, puis ça fait qu'ils pouvaient plus se déplacer. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petits villages un peu partout isolés, parce que ben, il a fallu qu'ils restent là. Puis ça date juste des années 50, là, on parle de 70 ans. Ouais. Fait que c'est gentil, c'est sûr qu'il y a beaucoup de colère et de frustration, avec raison, tu sais, par rapport à ça. Puis ça, on le sent dans les différents villages, puis c'est correct aussi, tu sais, de l'exprimer, puis tu sais, après, ben c'est ça, on les a rendus un peu dépendants des services, alors que ces gens-là vivaient en complète autonomie Il depuis n'y avait pas besoin de nous. tu sais. Fait que là, ben c'est ça, les services sont donnés la plupart du temps par des Anunnaki. Fait que c'est accepté par certaines personnes, pas par d'autres. C'est correct. Euh, Puis c'est ça. Fait que c'est de jongler un peu à travers ça. Puis tu sais, moi, mon approche, c'était tu sais, j'arrive dans une communauté, je m'intéresse à la communauté, mais tu sais, sans plus, j'ai pas la prétention de, en un mois, vouloir créer des liens significatifs ou tu sais, d'arriver puis de dire, je vais vous aider, tu sais, Ouais. vraiment pas. Fait que c'était vraiment de la manière qu'ils voulaient que je le fasse. Euh, puis c'est ça. Mais tu sais, c'est chargé il y a un militantisme qui est fort chez certaines personnes, puis tu sais, les gens le vivent différemment d'une personne à l'autre. Tu sais, je me souviens, ben, je me souviens, c'est tout récent, là, mais la coop, l'épicerie, en fond, il y a une épicerie, là, fait que ça s'appelle la coop. Il y avait une caisse à la coop où il y avait un message là, d'inscrit sur la caisse. Police officers, YP, la Youth Protection, and social workers are the new residential schools. Fait que c'était vraiment écrit en gros sur la caisse. Puis il y a des collègues qui vivaient moins bien, qui étaient un peu fâchés de ça parce que bon, on disait voyons, ils devraient pas laisser faire ça, ils devraient pas laisser ça là. Puis bon, mais c'est une opinion, c'est correct aussi. Moi tu sais, je me dis ben c'est correct, on est chez eux, tu sais, ils ont le droit, tu sais. Ils ont le droit d'écrire ça, puis bon. Mais, tu sais, il y a des gens de la communauté aussi qui s'insurgeaient de ça parce qu'ils disent, ben, tu sais, en même temps, le service est offert à tout le monde, tu sais, vous faites partie de la communauté. Fait que les opinions divergent. Puis, tu sais, je pense que faut respecter le rythme propre à chaque individu, à chaque communauté le rythme d'acceptation, de réconciliation, de deuil qui est propre à chaque personne, tu sais. Fait que c'est des gens qui ont encore de la colère par rapport à ça, puis versus d'autres qui en ont plus, qui sont dans le pardon ou ben tout ça est correct, là, je pense. Tu sais, puis il faut respecter ça, puis pas vouloir imposer un quelconque rythme. Tu sais. Ouais, c'est ça. Faut arriver là avec respect et humilité, j'entends. Ouais, ouais. Est-ce que tu le referais? Oui, j'ai hâte d'y retourner. Ouais, c'est déjà Oh, prévu.
Complètement. Ah ben, pas prévu, mais j'ai l'intention d'essayer de faire en sorte que j'y retourne. Puis là, t'es où présentement? Hmm? Pour le bénéfice de nos auditeurs, t'es où présentement? Ah oui, je suis à Matagami, qui est à la Baie James, à Iuishi Baie James. T'es là quand même pour un bout, tu me disais t'es jusqu'au mois d'avril. Oui, c'est ça, en fait, là, c'est ça, je suis ici pour quelques mois, minimalement, dans le fond, là, normalement, je peux retourner chez moi, là, avant ça, mais étant donné que c'est quand même assez loin, puis bon, l'hiver, la route, je l'ai faite encore une fois dans une tempête, mais là, j'étais en voiture à ce moment-là. Je me sens venue vendredi passé où il y avait une tempête, ainsi que dimanche. Oui, c'est ça. Fait que oui, c'est ça. Normalement, je reviens chez moi à une plus grande fréquence, mais là, vu que c'est un 17 heures de route, je vais attendre au mois de avril-mai. Fait que oui, c'est ça. En fond, même chose, je travaille au social ici, dans la petite communauté de Matagami. Ouais. Fait que tu te promènes beaucoup, tu vas visiter ton Québec. Oui, du moins, en tout cas, l'Est, le Nord, là, c'est rare que je viens dans l'Ouest. Ben là, je suis un peu plus à l'Ouest, là, mais Dans l'ouest, mais nord-ouest, pas mal. Nord encore. Non, j'aime bien être en région. Je trouve mon compte, puis j'adore les petites communautés. Là. Il y a quelque chose de vraiment, ben, la proximité, l'idée de, tu sais, je touche à tout. J'adore ajouter des cordes à mon arc. Là. J'adore apprendre puis découvrir. Ben, en fait, c'est ça, découvrir des nouvelles communautés. Je trouve ça toujours assez fascinant de voir comment les gens sont. Leur culture, comment ils sont d'une place à l'autre là, au Québec. Là, fait que, Ouais, c'est enrichissant. ouais. Merci beaucoup d'être venu partager tout ça. On a parlé de trail, on a parlé de plein air, on s'est éloigné, puis je trouve ça vraiment le fun quand ce genre de discussion-là arrive parce que on ouvre nos horizons, puis on découvre des nouveaux sujets. Je trouve ça le fun aussi que, je te le disais tantôt, je pense, dans la pause, que je suis habitué d'avoir des invités qui sont dans leur prime de passion, puis là, on sent que cette passion-là de la course s'est transformée vers une passion du plein air, vers une passion, vers une connexion à la nature qui est différente. Puis je trouve ça le fun d'avoir quelqu'un qui peut poser un regard sur le moment où c'était ton mode de vie, la course, puis maintenant, c'est autre chose. Ça en fait encore partie d'une façon différente. Il y a une belle évolution là-dedans. Fait que merci beaucoup d'être venu partager tout ça avec humilité et beaucoup de détails. C'était vraiment le fun. Ça m'a vraiment fait plaisir. Si je peux juste rajouter un petit truc par rapport à ce que j'ai dit, tu sais, j'ai repensé par après là, aux communautés autochtones. Tu sais, je veux pas me faire la représentante là, de la défense des réalités autochtones ou tu sais quoi que ce soit là. Tu sais, c'est vraiment je vais vraiment plus, je parle au nom de mon expérience personnelle et non, tu sais, je suis pas l'experte de, c'est pas ma place, puis je suis pas une experte non plus des réalités autochtones, donc c'est Non, vraiment. mais je pense que la façon que tu l'as décrit, c'était pas du tout d'un point de vue j'en suis l'expert, c'était plus j'en ai été témoin. Dans le sens où c'est une vision plus documentariste. Là, moi, j'aime beaucoup l'approche documentaire pour raconter des histoires, des documentaires qu'on voit souvent sous forme de films ou de livres, mais de dire, je vais faire état de ce que j'ai vécu. Je vais pas... tu sais, t'as pas émis une opinion. T'as vécu là pendant un mois, puis t'as vécu des choses. Voici ta perception, puis c'est ce qui rend le truc intéressant. Là. Ouais, tout à fait. Parfait. On va changer le mood, Laurie, pour clore, parce que c'est les questions éclair NAC. On Oh! va revenir à la compétition, à des questions rapides. Je rappelle que j'ai fait table rase sur les 4 premières années de pas sorti du bois, puis on a recommencé à compter les records, parce que là, c'était plus battable, puis ça avait 4 ans d'historique. Il fallait recommencer à zéro. Maintenant, il y a 2 catégories de ces FKT-là. Les FKT en présentiel puis en virtuel. Dans ton cas, tu as un seul temps qui existe, puis c'est celui de Bruno Blanchette qui a fait 22 secondes. Donc, Wow, tu te mesures au grand Bruno. Fait que laisse-moi sortir mon chrono, puis tu me dis quand tu es prête. Tu m'as dit il y a 10 questions, c'est ça? 10 questions. Répondre le plus rapidement possible. OK, parfait, je suis prête. Prête? Route ou trail? Trail. Hiver ou été? Hiver. Boîte ou racine? Boîte. Des plus ou des moins? Des plus. Question NAC, gel ou purée? Purée. Épinette ou sapin? Épinette. Minimaliste ou maximaliste? Minimaliste. Café ou thé? Café. Chic-choc ou Montgros? Chic-choc. Gaspésie ou Côte-Nord? Gaspésie. Oh, 19 secondes. C'est le nouveau record, mesdames et messieurs. Chic-choc ou Montgros, t'es allé pour
pour les Chic-Chocs. On n'a pas parlé beaucoup des Chic-Chocs. On a parlé de la baie des Chaleurs à proximité, mais c'est un beau terrain de jeu qui est pas loin, qui est magnifique. Magnifique, ouais, j'adore. Ouais, c'est mon top. Ça reste dans mon cœur. Ouais. Tu étais là l'année passée pour l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Tu as vécu cette première édition-là du 170 km. Tu as vu passer les coureurs à mi-parcours, carrément. C'était le départ du 88. Comment tu as été témoin de ça? Comment tu as vécu cette première édition-là? Puis de voir des coureurs qui arrivent après une nuit blanche, 80 km, puis il leur en reste juste 88? Oui, c'est ça. C'était génial. Ben, en fait, c'est des coureurs qui sont à peu près autosuffisants. Là, souvent, dans le 170, là, on leur apprendra rien, là, mais, mais vraiment, c'était... parce que ça, il n'y avait pas tellement besoin j'étais là comme médic, là, fait qu'il n'y avait pas tant besoin de médic. Mais c'est super impressionnant de les voir. En fait, là où on était posté, c'était au pied du mont Nicole Albert, là. Donc, il y avait l'espèce de descente infernale là, dans la nuit, parce qu'il arrivait souvent dans la nuit, là. Descente dans les fougères, là, parce qu'il terminait la section, la réserve de Matane, là. En tout cas, il passait une section de la réserve de Matane qui descendait, là, vraiment. Puis quand tu descends, tu sais, la réserve de Matane, c'est rempli de fougères, puis de roches, de racines, tout ça. Donc, tu vois pas les roches et racines, tu vois juste fougères et dans le noir. Fait que les gens nous disaient que ça leur prenait, tu sais, je sais plus c'est combien de kilomètres, mais tu sais, c'était des temps, là, épouvantablement longs pour témoins, tu sais, de la descente, là. Mais tout le monde a adoré le parcours, tout le monde tripait vraiment. Puis les gens qui devaient abandonner là, pour X raisons là, au ravito où on était posté, ben la plupart voulaient prendre leur revanche. Là. Ouais. Et oui, il y a eu des belles histoires là, tu sais, D'ailleurs, là, les cute, là, la gang des cute, là, toutes des papas, là, c'était leur sortie annuelle, là, qu'ils faisaient en gang, tu sais, c'est une belle gang de joyeux lurons, là, qui arrivaient au ravito, puis, tu sais, qui faisaient ça. C'était vraiment leur fin de semaine c'était le fun, là, pour eux, là, tu sais, alors que, tu sais, tu te dis, ah, crème, ils font un 170 km derrière tout ça, là, tu sais, mais eux autres, une petite balade dans le bois, là, de 2 jours. C'est ça, c'était le party, surtout qu'ils arrivaient à ce ravito-là avec leur pacer de la nuit. Donc, ils couraient 5 cute ensemble, plus pacer, donc ils étaient un groupe de 9, si je me trompe pas, 9 ou 10. Puis, ils repartaient à effectif réduit parce que les Pacers sortaient à cet endroit-là, mais je me rappelle ce matin-là, on était ensemble, puis à un moment donné, moi, je suis parti avec la réalisatrice du film, puis on est allé juste les voir arriver, puis je vois cette gang-là qui arrive, tu sais, tu vois ça passer, un coureur avec son Pacer, puis la nuit était rough, puis la descente Nicole Albert était rough, puis là, t'entends ça, t'es entends arriver 5 minutes avant qu'ils arrivent, ils sont 10, puis tu te dis, OK, eux autres, ils arrivent pas dans le même mood que les autres, ils arrivent d'une autre place, je pense, puis c'était drôle à voir, de juste les voir au ravito puis de raconter ensemble la nuit qu'ils viennent de passer, puis tu dis, ils repartent sur 88, c'est quelque chose, cette épreuve-là, puis on parlait d'environnement hostile, on parlait d'environnement reculé, les Chic-Chocs, c'est pas le Grand Nord, mais c'est ça prend des connaissances de base, comme ce que tu disais tantôt, de milieu hostile, de milieu reculé, là. Ouais, puis ça prend surtout, tu sais, c'est ça, il y a pas de réseau là dans le parc, le réseau cellulaire, donc ça prend un moyen de communication, in-reach, spot, tu sais, si jamais les gens veulent s'aventurer dans des aventures comme ça, qui sont pas supportés par une course, là, tu sais, une course organisée, je veux dire. C'est ça, c'est pas anodin là. Puis ouais, c'est ça, c'est un territoire qui est magnifique, qui est super. On dirait que tu sais, même j'ai des amis qui sont nés en Gaspésie, qui explorent ce territoire-là depuis qu'ils sont tout jeunes, puis qui en ont encore, qui en découvrent encore là, dans ce territoire-là, tu sais, qui sont habitués de le parcourir en ski, à trail, tu sais, mais ils en découvrent encore. Fait que je trouve ça génial d'avoir ça à proximité chez nous, puis que ce soit encore accessible, puis qu'il y ait encore pas tant de monde, là, tu sais, même s'il y en a de plus en plus. Puis c'est bien aussi, c'est vrai qu'il faut vivre notre territoire.
Oui, je blaguais tantôt en disant que février n'était pas le mois des loris, mais je pense qu'à date 2025, Pas sorti du bois, c'est le mois des chic-chocs parce que je pense que c'est un sujet récurrent. J'ai reçu Robin, j'ai reçu Anthony aussi, Anthony, spécialiste d'Avalanche. C'est ça, j'étais avec lui dans son équipe de médic là, au chic-choc. C'est ça. Exact. Je pense qu'il y a une thématique pour le début de l'année. Fait qu'en tout cas, merci beaucoup, Laurie, d'être venue partager tes dernières années de trail, de plein air, d'aventure professionnelle. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Ben, merci à toi. Ça m'a vraiment fait plaisir. On l'a fait. Depuis le temps qu'on en parle, c'est fait. Voilà. Maintenant, ce sera pour la prochaine fois. Ben oui, je vais m'en garder des histoires à raconter. Pas de doute là-dessus. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie comme d'habitude NAC, qui est le partenaire principal du podcast, ainsi que Noctem Artisan Brasseur, qui m'avait fourni une belle petite Crazy Cat Lager, une Pilsner. Ta bière t'es bonne? T'as-tu le temps de la boire? Ben non, j'ai pris une gorgée. Ben, c'est correct, elle est encore bonne. Je la fais, elle est encore un peu fraîche. Merci aussi à Mox Mocktail et l'heure est venue d'annoncer le nouveau partenaire du podcast. Je l'ai teasé un peu sur les médias sociaux, mais là, voilà, c'est officiel. Café Charlevoix devient le fournisseur officiel de café de Pas sorti du bois. Écoutez, un micro-torréfacteur basé dans Charlevoix, au cœur de ces belles montagnes-là, cette belle nature-là. C'est une région qui est tellement importante pour notre sport. C'est un fit qui était naturel avec la gang. Je connais très bien un des gars, puis tout de suite, quand on s'est jasé, on avait 1001 idées. La première, ben, vous allez l'entendre, vous avez peut-être vu ça la semaine passée, j'ai lancé les cafés du vendredi. Vous savez, ces épisodes-là que je faisais en 2023 et 2024, des épisodes plus format court, ça durait 30-40 minutes, on faisait un tour d'actualité. Ben, j'ai refait évoluer encore le café du vendredi, puis c'est maintenant un format express. Ça devrait s'appeler un espresso du vendredi, mais le café du vendredi, c'est rendu un tour d'actualité de notre sport, du trail au Québec, du trail à l'international, qui dure entre 60 et 90 secondes. Je pose ça le vendredi matin et Café Charlevoix va être le partenaire officiel de cette série-là. Ce sera donc les cafés du vendredi, Café Charlevoix. Bien sûr, quand je vais faire des épisodes puis que j'ai un bon café avec moi parce qu'on enregistre le matin, ben ce sera du Café Charlevoix. Puis on a plein de beaux projets qui s'en viennent, plein d'affaires que je peux pas vous parler maintenant, mais ça s'arrêtera pas là. Donc merci à Café Charlevoix, bienvenue dans la grande famille Pas sorti du bois. Puis à tout le monde, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.